Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Info, bienvenue dans le 11-13. Comme chaque jour, on va commencer par un point complet sur l'actualité. Et à la une, il y a ces 4 gardes à vue en cours dans l'enquête sur la mort de la jeune Louise. Un homme a été arrêté hier soupçonné d'être l'auteur du meurtre. Les 3 autres personnes sont des membres de sa famille en garde à vue pour non-dénonciation de crime. Le corps de Louise, 11 ans, a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi dans un bois de l'Essonne. Le sommet sur l'IA touche à sa fin. Emmanuel Macron a lancé cette dernière journée avant de donner la parole à d'autres chefs d'État et de gouvernement présents. Le président français qui a redit la chance et l'importance de pouvoir développer l'IA en France. Pour le vice-président américain qui s'exprime en ce moment, J.D. Vance, une régulation excessive pourrait tuer une industrie en plein essor. L'Ukraine pourrait être russe un jour, comme elle pourrait ne pas être russe un jour. Donald Trump a soufflé le chaud et le froid sur la situation de Kiev lors d'une interview à la chaîne américaine Fox News. Le président américain qui met la pression, qui veut récupérer l'argent prêté, dit-il, et il réclame l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares. Une déclaration à quelques jours d'une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain. La situation se tend fortement autour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas après les propos du mouvement islamiste de reporter jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza. Israël a qualifié de violation totale de la trêve l'annonce du Hamas. Une avalanche de réactions internationales a suivi, notamment l'ONU qui appelle à la libération prévue des otages. Et puis en France, les droits des personnes en situation de handicap bafoués selon des manifestants qui se sont mobilisés hier à Paris à la veille des 20 ans de la loi de 2005 sur l'accessibilité. Aujourd'hui, la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq a annoncé la tenue d'un comité interministériel sur le handicap le 6 mars prochain. Elle demande d'accélérer l'application de la loi. On écoute. Clairement, on est au milieu du gué, il faut qu'on accélère maintenant, il faut qu'on aille vraiment sur la fin de toutes les mesures d'accessibilité qui étaient attendues dans cette loi. Le logement, la mobilité, ce sont vraiment 2 enjeux majeurs pour les personnes en situation de handicap. Voilà donc pour l'essentiel de l'info et on commence ce 11-13 en s'arrêtant sur l'enquête qui est en cours après le meurtre de Louise, 11 ans, dont le corps a été retrouvé dans un bois de l'Essonne. Ce week-end, 4 personnes sont en garde à vue. On va en parler dans un instant avec Noémie Schulz. Bonjour Noémie, qui est avec nous sur ce plateau, journaliste spécialiste des questions de police et de justice. Mais avant cela, on va prendre la direction de la PJ de Versailles, où se trouve notre journaliste Julien Gall. Julien, que sait-on des personnes qui sont entendues actuellement ? Pour l'intelligence artificielle, un peu plus tôt, c'était... Personnes sont en garde à vue, dont 3 nous ont été communiquées dans la matinée. Le premier suspect est un homme âgé de 23 ans, placé en garde à vue hier soir à 20h pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Il habite dans le même quartier que là où résidait la jeune Louise. 3 autres personnes sont également en garde à vue depuis tôt ce matin, tous pour non-dénonciation de crime. Il s'agit du père, de la mère et de la petite amie du premier gardé à vue dont je viens de vous parler justement. Merci beaucoup Julien pour toutes ces précisions. Noémie, il y a donc 4 personnes qui sont gardées à vue en ce moment. Ce ne sont pas les premières entendues. On a l'impression que les gardes à vue s'enchaînent un petit peu. Oui, c'est la 3e vague d'interpellation depuis le début de l'enquête, avec 2 premières personnes qui avaient été arrêtées dès vendredi dans la journée, avant même que le corps de la petite Louise ne soit retrouvé. Un jeune homme de 23 ans et sa petite amie, ils ont été relâchés au bout de quelques heures sans être poursuivis. Ensuite, il y a eu l'interpellation hier d'un autre jeune homme de 23 ans. Alors c'est le hasard, à chaque fois il y a un jeune homme de 23 ans à Rouen avec sa mère, elle aussi pour non-dénonciation de crime. Là c'est un document d'identité retrouvé dans la zone boisée où a été retrouvé le corps de Louise, qui a mis les enquêteurs sur la piste de ce jeune homme présenté comme un SDF, donc interpellé à Rouen et relâché au bout de quelques heures, là aussi sans que des charges ne soient retenues contre lui. 3e vague d'interpellation hier soir, un 3e jeune homme de 23 ans qui habite le quartier et qui a été interrogé, et face à des incohérences qui sont sorties de ce premier interrogatoire, a amené les enquêteurs à aller interpeller au milieu de la nuit, puisqu'il est aux alentours de 1h45 du matin, son père, sa mère, sa petite amie, placés aussi en garde à vue, alors eux pour non-dénonciation de crime. Alors ça ne veut pas dire qu'on les soupçonne d'avoir été au courant de ce qu'a peut-être fait cet homme, mais on va leur poser des questions sur le comportement qu'il a pu avoir, s'il explique qu'il a un alibi, qu'il était chez lui, est-ce qu'il était réellement
chez lui. Donc c'est l'enquête qui se poursuit avec maintenant 4 personnes en garde à vue et l'espoir d'avoir identifié ce jeune homme, cette silhouette qui a été captée par des images de vidéosurveillance dans la rue derrière Louise et qui pourrait peut-être être le meurtrier de la fillette. Merci beaucoup Noémie. On précise que dans ce contexte, le dispositif de sécurité autour du collège, comme hier, est bien évidemment maintenu. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. L'actualité, c'est aussi la dernière ligne droite, le dernier jour du sommet international de l'intelligence artificielle qui se déroule à Paris. Alors, est-ce que c'est une réussite ou pas? La France a-t-elle atteint ses objectifs d'investissement pour concurrencer les États-Unis et la Chine? On va en parler avec nos invités que je vous présente, qui sont présents sur ce plateau. Laura Sibony est avec nous. Bonjour et bienvenue. Vous êtes enseignante sur l'intelligence artificielle à HEC, autrice de Fantasia, contes et légendes de l'intelligence artificielle. C'est aux éditions Grasset. À vos côtés, Tariq Krim. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Entrepreneur du numérique, fondateur du think tank cybernetica.fr, ancien vice-président du Conseil national du numérique. Et on est aussi avec Jean-Michel Valentin, soyez le bienvenu, docteur en géopolitique, collaborateur de The Red Team Analysis Society, c'est de la prospective stratégique si je résume, auteur également d'Hyperguerre, comment l'IA révolutionne la guerre, c'est aux éditions Nouveau Monde. On va bien évidemment revenir sur tout ce qui a pu se dire ces dernières 48 heures, et c'est encore en cours, je le disais, le sommet international de l'IA. À la maison, si vous avez des questions, et vous en avez très probablement, vous savez que vous scannez le QR code qui s'affiche à l'antenne, vous posez vos questions et nos invités y répondront dans quelques instants. Avant de vous donner la parole, on va aller sur place, au Grand Palais, justement, où se déroule le sommet international de l'IA. Mohamed Mezrahi, cette journée de clôture, ça y est, elle a été lancée par Emmanuel Macron il y a quelques instants. Exactement, Lucie. Deuxième et dernière journée de ce sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle, toujours ici sous la verrière du Grand Palais, tout comme hier, vous l'avez dit, la capitale parisienne est depuis hier le centre du monde de l'intelligence artificielle. De nombreuses personnalités politiques sont présentes pour assister à ce discours de clôture qui est en ce moment en train d'être en cours. C'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui vient tout juste de prendre la parole après J.D. Vance, le vice-président américain, qui a lui parlé pendant une quinzaine de minutes. Emmanuel Macron, le chef de l'État, est arrivé aux alentours de 10h ici au Grand Palais. Un peu plus tôt, c'est Jean-Noël Barrot, le ministre chargé de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a accueilli justement tous ces ministres et ces chefs d'État et de gouvernement qui sont invités ici aujourd'hui. Le chef de l'État qui a eu quelques mots en introduction de ce discours, mais il reviendra justement, ce sera lui officiellement qui clôturera ce sommet international. C'est prévu aux alentours de 12h15, entre 12h15 et 12h30. Ce sera un discours du président de la République d'une durée de 15 à 20 minutes, nous dit l'entourage d'Emmanuel Macron. Un discours en français, contrairement à hier. On se rappelle forcément de cette fameuse phrase qui restera dans l'histoire et dans les mémoires, plug, baby plug. On va peut-être assister encore à une de ces fameuses phrases du chef de l'État. Le discours donc d'Emmanuel Macron qui sera bien évidemment à suivre sur France Info à partir de 12h15. En tout cas, en ce moment même, ce sont tous les responsables politiques qui s'expriment les uns après les autres. Ursula von der Leyen qui détaille en ce moment même une stratégie européenne pour l'intelligence artificielle. Et on le rappelle, le chef de l'État espère des investissements massifs à l'issue de ce sommet, comparable au sommet Choose France annuel qui se tient déjà depuis plusieurs années, dont la dernière édition en 2024 avait attiré 15 milliards d'euros d'investissement. Merci beaucoup Mohamed pour toutes ces précisions. Je précise que Daïk Audouy nous a rejoint, notre éditorialiste politique pour France Info. Mohamed nous parlait à l'instant du discours d'Ursula von der Leyen, je vais y arriver, qui est en cours pour l'Union européenne. Elle vient d'annoncer une mobilisation de 200 milliards d'euros pour les investissements dans l'intelligence artificielle. Emmanuel Macron, lui, dès le début du sommet, a annoncé 109 milliards d'euros pour la France en termes d'investissement. Et il en a reparlé hier. On va l'écouter, ça va vous faire réagir. Nous sommes à nouveau dans la course grâce à ces 109 milliards d'euros d'investissement annoncés. Et comme nous sommes dans cette situation, pour déclencher un élan européen, nous souhaitons accélérer dans 2 domaines. Premièrement, plus d'Europe. Pour moi, ce sommet n'est pas simplement l'occasion d'annoncer de nombreux investissements en France. C'est un réveil, le réveil de la stratégie européenne.
On est dans la course à l'IA, on est de retour, nous dit le président de la République, Laura Sibony. Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est le cas, ces 109 milliards vont nous permettre de concurrencer les États-Unis ou la Chine ? Je pense surtout qu'il faudrait savoir vers quoi seront orientés ces 109 milliards d'euros. Vers quoi précisément ? Est-ce que c'est la construction de data centers ? Est-ce que ça va être vers plus d'éthique dans l'intelligence artificielle ? Vers quoi est-ce qu'on va les orienter ? Vers l'IA dans la médecine, vers plus de recherche, vers une meilleure acculturation, une meilleure compréhension de l'intelligence artificielle. Ça manquait de précision de la part du président de la République, vous pensez, sur... Je pense que ça va venir de toute façon dans les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez, Tariq Rib ? Parce que je vous ai vu sourire quand Laura Sibony a dit moi j'aurais bien aimé savoir où va aller cet argent. Oui. Disons qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on est l'Europe, donc nous sommes entre d'un côté les États-Unis et la Chine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA va servir à beaucoup de choses, mais la première application, c'est une application militaire. Toute personne qui aura le contrôle de l'IA aura véritablement le contrôle du monde. Donc il y a cette course qui existe depuis des années, qui est les États-Unis depuis la Silicon Valley. En fait, il faut bien comprendre que l'IA n'est que la continuité d'investissement et de technologie. Il y avait le cloud, avant il y avait l'Internet, il y avait l'informatique, les processeurs. Et en Europe, on a été à un moment donné dans la course, dans les années 70, 80, 90, et on s'est, d'une certaine manière, pour des raisons qui sont dites, qu'on pourra expliquer, retiré de cette course. Et donc, cette idée qu'on revient à la dernière minute avec plus d'argent, ça ne suffit pas, évidemment. Il faut avoir une vision. En quoi l'Europe a une vision de l'IA différente de ce que la Chine et de ce que les États-Unis, surtout les États-Unis de Trump, puisque je pense que le sommet a été pensé à l'époque où on pensait encore que Kamala Harris allait être présidente. Et surtout, comment on mobilise l'ensemble de la société, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de quelques milliers de personnes qu'on va arroser d'argent, mais comment l'ensemble de la société travaille pour inventer un futur meilleur. Est-ce que vous avez dit plusieurs choses intéressantes, mais sur la question de la défense, justement, Jean-Michel Valentin, on a le sentiment que du coup, là, ce qu'on est en train de se dire, c'est que si on a la défense, on contrôle le monde. Si on a la défense et l'IA, on contrôle le monde. C'est vrai, ça, ou pas ? Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? La question, c'est qui est on ? C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, aujourd'hui, c'est la nouvelle course aux armements, très simplement. Cette rencontre et cette fusion des enjeux militaires et des enjeux IA, elle s'est opérée littéralement depuis 2022 sur le théâtre d'opération ukrainien, où les grands opérateurs américains, notamment Palantir, Starlink et Anduril et d'autres, se sont mis à accompagner les Ukrainiens dans leur combat contre la Russie. Donc ça passe par quoi comme type de matériel ? Par exemple, ça passe par des drones, ça passe aussi par le traitement des big data produites par le champ de bataille et le théâtre d'opération pour proposer des solutions de combat, des solutions de tir, etc. Et depuis l'année dernière, depuis 2024, cette course aux armements, elle a changé d'échelle. On parle énormément d'OpenAI, puisque OpenAI, avec ChatGPT, propose un chatbot extrêmement populaire, mais ça va au-delà. OpenAI passe des contrats avec des grands opérateurs de défense, comme Anduril, de façon à développer des drones autonomes ou des mesures anti-drones, etc. Travaille avec les grands laboratoires américains du complexe militaro-industriel. En Chine, il y a carrément une politique dite de boucle civilo-militaire. Donc tous les travaux d'intelligence artificielle civile sont utilisés par les militaires et réciproquement. Donc vraiment, je reprends mon propos, l'IA, c'est dans la course aux armements et c'est un des moteurs de la course aux armements. Et donc, effectivement, en Europe et en France, on y arrive aussi. Ça explique aussi pourquoi hier on a entendu Emmanuel Macron parler, quand il parlait des domaines dans lesquels la France était plutôt pas mal sur l'IA. Il a parlé de la santé, mais il a aussi parlé de la défense. Il y a une question très forte de souveraineté, là, évidemment, et d'indépendance, Daïk. Oui, qui correspond aussi à, non pas se préparer à une économie de guerre, mais son discours qui était aussi, c'est raccord avec le discours qui tient depuis 2022 face à la menace en Ukraine. Après, il y a une question de perception par l'opinion publique. Parce que là, le discours qu'on tient, c'est pas forcément celui qui est mis en avant lors de ce sommet. C'est pas du tout ça, même d'ailleurs. Voilà, même pas du tout. On parle évidemment des innovations qui peuvent être au service
de la vie quotidienne des gens. Et Emmanuel Macron, la semaine dernière, pour préparer ce sommet, il a visité l'Institut Roussy. Il n'a pas visité une industrie d'armement qui prépare l'arme la plus moderne grâce à l'intelligence artificielle. L'Institut Roussy, c'est l'Institut de recherche sur le cancer. Voilà, parce que, évidemment, pour l'opinion publique, il vaut mieux parler. Mais après, c'est tout le débat autour des innovations ou des recherches technologiques autour de la défense, du militaire. C'est de dire que les progrès qu'on peut avoir grâce à l'industrie de guerre, elles se répercutent après dans la vie, entre guillemets, civile, entre les avancées technologiques qui peuvent servir à l'armement et à la guerre, elles peuvent servir aussi à la vie quotidienne et à la paix. Ça, c'est l'argument intellectuel qui est traditionnel et bien avant l'intelligence artificielle, dès qu'on parle des répercussions de l'économie de guerre ou de l'armement sur la vie quotidienne. Pour faire le lien, et avant de vous donner la parole, Tariq Krim, puisqu'on parle aux gens, c'est le but aussi de ce sommet et à tout le monde. Vous voyez qu'il n'y a pas que des chefs d'État et de gouvernement, il y a aussi des stars. En ce moment, il y a Pharrell Williams qui est en train de s'exprimer. Ça participe aussi, en vérité, au-delà du fond de la question de l'intelligence artificielle, de pouvoir essayer d'embarquer tout le monde. Sur la question de la défense dont on parlait notamment. Oui, juste à l'aparté, parce que vous avez tout à fait raison, il y a la question de la culture, qui est une force importante de l'Europe et surtout de la France, c'est notre soft power. C'est vrai que c'est curieusement un des grands absents de ce débat. On a beaucoup parlé de santé, beaucoup parlé de défense. Et donc, je voulais dire deux choses. La première, c'est qu'effectivement, toutes ces annonces, il y a une sorte de paradoxe. On parle de beaucoup d'argent, des sommes qu'on n'a d'ailleurs jamais vues atterrir sur le sol français. C'est quand même énorme, 109 milliards. Après, il faudra voir quelle est la part d'annonces et de réalisables. Mais à côté de ça, vous avez la politique réelle, celle qui se passe à l'Assemblée nationale, avec le vote du budget, où on a baissé les aides pour la recherche, baissé les aides pour les agences militaires qui s'occupent justement des questions d'intelligence artificielle. Et donc, il va falloir trouver une forme de cohérence. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qui nous manque aujourd'hui aussi, c'est les chercheurs, c'est d'avoir plus d'investissement dans la recherche fondamentale, parce que comme vous l'avez très bien dit, tout le monde a découvert la guerre en Ukraine. On partait avec des tanks et des missiles et on a terminé avec des drones et des ordinateurs. Et donc, toutes les armées du monde se posent évidemment la question. Nous aussi, on a besoin de ces technologies. Je pense que le sommet de l'IA, on va parler de choses plutôt tech for good. Mais derrière, tous les chefs d'État, et notamment le chef d'État indien à qui on a vendu des rafales, il va y avoir des accords de défense qui sont en train d'être faits entre les différents acteurs. C'est ce qu'on disait, ce que Daïd disait aussi, il y a la technologie pour le bien qui est le discours, on va dire, officiel, là, dont on entend parler. Oui, de façade, et en même temps, bon, il y a aussi une vérité derrière. Hein. Par exemple, sur la santé, il y a quand même des avancées, mais il y a effectivement, à ne pas oublier, ces questions notamment de défense. Laura Sibony, on a beaucoup entendu le côté, la France est très bonne pour former les gens à l'IA et notamment des chercheurs. Par contre, une fois qu'on a ces chercheurs, parfois ils partent, ou parfois on n'arrive pas à amplifier la place d'une entreprise. Est-ce que ça peut aujourd'hui changer avec les investissements qu'on annonce, si certains sont investis justement là-dessus? Vous avez parlé de financer la défense, de financer la recherche, de financer plus de formation pour des chercheurs de pointe, et c'est vrai que la France a un avantage dans le domaine. Mais la formation, c'est aussi la formation des gens qui travaillent en entreprise, c'est aussi la formation des citoyens. Le champ de bataille aujourd'hui de l'intelligence artificielle, il ne se situe pas seulement en Ukraine, il se situe aussi sur les réseaux sociaux, il se situe aussi dans tout ce qui concerne la guerre de l'information, puisque l'intelligence artificielle a cette capacité d'utiliser d'énormes quantités de données pour mieux cibler l'information, et la limite est parfois fine entre information, publicité, propagande, influence, manipulation. Et donc, la formation, ce n'est pas seulement la formation des chercheurs, c'est évidemment très important, mais ça ne suffit pas. C'est aussi la formation des citoyens, la formation des étudiants à l'esprit critique, à la lutte contre la désinformation, à une information qui soit plus fiable face à l'intelligence artificielle. On sait que les États-Unis et la Chine sont en avance, hein, c'est les deux pays en pointe sur la question de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y a un danger ou pas à voir des pays, par exemple la Chine, être autant en avance que ça? Je vous pose la question parce que J.D. Vance, le vice-président américain, à l'instant, a mis en garde contre des partenariats, et je le cite là, avec des régimes autoritaires, et en sous-main, il vise la Chine. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Michel Valentin? En fait, J.D. Vance... il officialise ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire la course aux armements, mais politiquement, il s'inscrit aussi
dans la guerre douanière et technologique ouverte depuis 2018 entre les États-Unis et la Chine pendant la première présidence de Donald Trump. Et en fait, c'est depuis 2018 que les États-Unis tentent de ralentir le développement de l'intelligence artificielle en Chine en bloquant de plus en plus de transferts de technologies américaines vers la Chine. Le problème étant que cette contrainte, en fait, pousse les laboratoires chinois et le régime chinois à augmenter leurs performances. Ce qu'on a vu il y a 2 semaines avec la mise en ligne de DeepSeek. Qui est le robot conversationnel chinois. Qui est le robot conversationnel chinois, qui est le concurrent direct de ChatGPT. Et quand on regarde la séquence des événements, c'est tout à fait frappant. C'est-à-dire que DeepSeek est mis en ligne le 20 janvier 2025, le jour de l'investiture du président Trump. Il devient l'application la plus téléchargée sur l'App Store le 24 janvier. Le 26 janvier, c'est une panique sur les marchés de la tech américaine avec 1000 milliards de dollars perdus en une journée. Et 2 jours plus tard, Alibaba sort Qwen, Alibaba qui est chinois, sort Qwen qui vient concurrencer DeepSeek, c'est-à-dire ChatGPT. En d'autres termes, en termes technologiques, vraiment l'affrontement est déclaré. Il est officiellement déclaré. Et pour reprendre ce que disait Laure Sibony, évidemment, il y a une vraie acculturation à faire en Europe. Je veux dire, ces intelligences artificielles, elles permettent d'orienter la perception et la compréhension de la réalité. Donc il y a un enjeu majeur de compréhension de ces enjeux par les citoyens comme par les gouvernants. C'est une guerre à l'IA qui est déclarée, guerre de l'IA plutôt qui est déclarée, Tariq Krim? Oui, en fait, ce qui s'est passé avec la technologie, c'est un peu ce que l'industrie automobile, notamment européenne, découvre avec les voitures électriques. C'est que pendant des années, on s'est dit on va investir en Chine parce que c'est le nouvel Eldorado. Et puis en 2010, il s'est passé quelque chose d'assez difficile, c'est que Google a été piraté par les Chinois. Et à ce moment-là, on a commencé à se dire, mais en fait, ils sont en train de nous rattraper, on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Et donc, ce que dit J.D. Vance, c'est ce que dit Peter Thiel, son mentor et qui a été l'un des premiers soutiens de Donald Trump, c'est si on investit dans la technologie en Chine, en fait, cette technologie va servir contre nous à travers les armes qu'ils vont développer. Donc, il faut arrêter ça. Et malheureusement, dans le domaine de l'IA, on peut dire que la Chine, qui avait 2-3 ans de retard, maintenant a rattrapé ce retard à coup d'investissement, mais aussi à coup de focalisation. Les Chinois voient les choses sur très long terme et investissent beaucoup. Et puis, comme ils sont nombreux, il y a énormément de chercheurs de talent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation où, finalement, comme vous l'avez dit, on se rend compte qu'on ne développe pas simplement de la technologie, on développe les armes du futur. Donc, il faut empêcher la Chine, il faut les bloquer, leur bloquer l'accès aux puces, leur bloquer l'accès à certains matériaux. Et donc, c'est vrai que ça va être la bataille des prochaines années. Alors, on voit effectivement ce qui se joue là par rapport à la Chine. Est-ce qu'il faut faire attention aussi aux États-Unis? Laura Sibony, je vous pose la question parce qu'on est dans une seconde présidence Donald Trump, avec Elon Musk, entrepreneur, notamment patron de X, qui est aussi partie de l'équipe présidentielle de Donald Trump, et avec un petit quelque chose qui s'est passé cette nuit. OpenAI, donc, qui est américain, propriété de Sam Altman, qui est la maison qui a créé un robot conversationnel. Elon Musk lui dit ces dernières heures, finalement, moi, je veux bien te racheter pour 100 milliards de dollars. Sam Altman, et vous allez le voir, lui a répondu un peu en se moquant, en lui proposant bien moins que ça pour racheter Twitter, 9,74 milliards de dollars, et Elon Musk qui lui répond escroc. Alors, ça peut faire sourire comme ça, mais si quelque chose comme OpenAI tombe dans les mains d'Elon Musk, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les États-Unis sont potentiellement aussi un peu dangereuses sur ces questions d'intelligence artificielle? Le véritable danger que je vois, notamment dans les échanges de tweets cette nuit, c'est surtout que c'est les États-Unis qui donnent le rythme de l'intelligence artificielle et que l'intelligence artificielle cache une autre question qui est celle de la donnée. De qui possède la donnée. La donnée, c'est quelque chose de très abstrait. Je pense qu'il est nécessaire de montrer que les données, c'est aussi nous, c'est notre visage, mais c'est aussi notre potentiel d'achat, c'est aussi nos réseaux d'amis.
et que si cette donnée, s'il n'y a pas de souveraineté européenne sur la donnée, il ne peut pas y en avoir sur l'intelligence artificielle. Pour l'instant, elle est inexistante, cette souveraineté sur la donnée au niveau européen ou pas ? Il y a des réglementations, notamment le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui interdisent par exemple d'envoyer des données d'entreprises européennes sur des serveurs distants. Mais on a rapidement oublié des affaires qui ne sont pas si lointaines. L'affaire Cambridge Analytica, par exemple, qui avait montré à quel point une entreprise américaine pouvait utiliser des données d'Européens pour influer sur les élections. Mais est-ce que, quelle force on a en France ou plus largement en Europe justement sur cette question aujourd'hui des données, au-delà de ce que vous venez de dire, pour se projeter dans le futur, Jean-Michel Valentin, c'est quoi nos forces à nous et nos points forts pour s'imposer, pour garder une souveraineté sur la question des données ? Alors en Europe, déjà en Europe, on a un peu tendance, je trouve, à faire semblant d'être unifiés. Le problème, c'est que nous ne le sommes pas du tout. Et que sur ce rapport, non seulement aux données, mais aux différents enjeux de l'intelligence artificielle, ce qui est en train de se dessiner en Europe, c'est plutôt, j'ai envie de dire, de grandes divergences. Prenons un exemple très concret. Le 2 ou le 3 janvier 2025, donc le mois dernier, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien, s'est rendue à Mar-a-Lago, en Floride, chez le président élu Trump, pour rencontrer justement Elon Musk, de façon à, semble-t-il, commencer des négociations pour utiliser Starlink, la constellation de satellites d'Elon Musk, au profit d'un projet de communication militaire pour l'armée italienne. Pourquoi pas, sinon que l'Union européenne est en train de tenter de mettre au point un système de communication militaire européen intitulé IRIS. Donc, cette initiative italienne, elle vient pour le moins un peu s'opposer à ce qui est créé par... en choc avec ce qui se passe au niveau européen. Par ailleurs, Tariq Krim et Laure Sibony rappelaient bien sûr l'importance des données. Et évidemment, c'est vital de protéger nos données. Mais il y a aussi toute la dimension matérielle derrière l'IA. Juste à l'instant pendant le journal, on avait Donald Trump qui demandait l'accès à 500 milliards de dollars de terres rares ukrainiennes. Mais les terres rares, ce sont ces minéraux critiques qui sont utilisés pour faire de l'IA. Et des minéraux critiques, il y a des terres rares, il y en a aussi au Groenland. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une grande cohérence de cette nouvelle présidence américaine, qui est vraiment la présidence de l'IA et de la dominance par l'IA. Donc, en fait, un enjeu fondamental pour l'Union européenne, c'est de se poser la question non seulement de sa souveraineté, mais de sa puissance. Pour être souverain, il faut de la puissance. Donc, si nous ne posons pas finalement la question de quelle puissance pour l'Europe, on va avoir du mal. Alors, ce que vous dites là, ça va peut-être pas rassurer les téléspectateurs qui nous écoutent. On sait qu'il y a 2 tiers des Français qui, aujourd'hui, ont peur, ont des craintes par rapport à l'intelligence artificielle. On parlait tout à l'heure avec vous, Daïk, du discours d'Emmanuel Macron, assez positif sur l'intérêt pour les individus d'avoir de l'intelligence artificielle. J'aimerais qu'on écoute un bout de son discours hier soir, justement. On a l'impression qu'il tente de rassurer les uns et les autres sur notamment l'IA pour les enfants, les ados. On l'écoute, on en parle juste après. Donc nous, en tant que Français européens, on veut accélérer et on veut réduire l'écart. C'est ce qu'on est en train de faire avec ces 109 milliards. On veut prendre des textes, prendre des mesures pour aller de plus en plus vite. Mais à côté de ça, on veut le faire au service d'un modèle qui est le nôtre, et donc on va continuer de défendre le droit d'auteur, les droits voisins, on va continuer de préserver la créativité humaine, et tout ça, ce seront des assistants qui nous permettent d'aller plus vite, mais pas quelque chose qui, en quelque sorte, nous conduit à renoncer au monde auquel on croit. Et on continuera de protéger nos enfants, nos adolescents, on continuera de développer les valeurs qui sont les nôtres. Quand Emmanuel Macron dit on va continuer à protéger nos enfants, nos adolescents et le monde dans lequel on croit, Daïk, comment vous lisez ça ? Là, c'est par rapport aux diverses politiques qui vont être conduites, menées, décidées sur l'éducation sans écran.
puisque, y compris Catherine Vautrin, est en train de réfléchir à interdire les écrans pour les enfants de moins de 3 ans. Donc c'est difficile à tenir intellectuellement un discours en disant l'intelligence artificielle, c'est l'avenir de l'humanité et c'est l'avenir de la puissance française au sein de cette humanité, et en même temps dire les écrans, c'est pas bon. Mais en même temps, ce discours, il va quand même être maintenu. Donc voilà, le passage aux enfants, c'est ça que ça veut dire. C'est que, voilà, rassurez-vous, on va continuer sur l'idée que les portables vont peut-être être interdits au collège, etc., et qu'il n'y aura pas d'addiction. Après, Emmanuel Macron, il joue quand même gros parce que il va à fond sur l'intelligence artificielle. Parce que c'est évidemment la technologie de demain, mais lui, il a aussi un enjeu politique, c'est de trouver un territoire, un lieu où exister politiquement, qui n'est pas dans la politique immédiate budgétaire de François Bayrou du gouvernement, mais qui fixe les grands enjeux pour la France de demain. Et donc, c'est là où il a contribué à préparer la France de demain. Donc, c'est là où il peut exister aussi dans le débat public. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'en faisant ça, il a un risque de ne pas être audible auprès d'une population qui considère que l'intelligence artificielle, c'est destructrice d'emplois, alors que le chômage remonte actuellement, et que ça, Emmanuel Macron pensait s'en être débarrassé du chômage, et ben, ça peut revenir. L'intelligence artificielle, ça a des craintes. Il s'adresse aussi, dans l'extrait qu'on a vu, à tous les créateurs, artistes, sur les droits d'auteur, sur la créativité qui peut être remplacée par l'intelligence artificielle. Voilà. Mais il prend quand même un risque politique. Alors vous me direz, au point où il en est, il n'a pas de risque. Il va pas avoir une nouvelle élection à la présidentielle. Mais il prend le risque quand même que l'enthousiasme qu'il manifeste depuis 2 jours ne soit pas totalement partagé par l'opinion publique, et c'est ce que disent toutes les enquêtes pour l'instant. Quand vous entendez Tariq Krim, le président de la République, dire vous inquiétez pas, l'IA, ça va bien se passer, je le dis avec mes mots, on va garder le monde dans lequel on croit, protéger nos enfants et nos adolescents. Il y a effectivement cette analyse qui est faite par Daïk. Si on la relie aussi à ce qui a été dit, notamment sur la puissance de l'Union européenne, l'importance des données, est-ce qu'on est en mesure de garantir aujourd'hui, quand on est Emmanuel Macron, président de la République, que l'IA ne va pas changer dans le monde dans lequel on vit ? Je pense que ce serait difficile, évidemment. C'est un changement énorme, mais c'était également une question la question qui se pose, c'est, vous l'avez dit, l'Europe est divisée. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, notamment après la guerre en Ukraine, « Ouh là là, c'est compliqué, le monde numérique, quand on a vu les attaques cyber, il faut rester avec les États-Unis vont nous protéger. » Et donc la France était un peu seule avec quelques pays sur cette idée de souveraineté, de puissance. Mais il faut voir aussi que la France a sa dissuasion nucléaire, que la France a sa propre armée, a sa propre stratégie. Donc mais ce n'est pas le cas quand vous êtes la Pologne, quand vous êtes un pays du nord de l'Europe. Plus vous êtes proche de la Russie et de l'Ukraine, plus vous dites il faut que les États-Unis soient derrière nous. Le problème, ça, c'était vrai avec Biden qui disait nous vous protégeons, l'OTAN. Et maintenant, vous avez un Donald Trump qui dit si vous voulez être protégé, maintenant, il va falloir payer. Et donc, la question qui se pose, et c'est aussi la question que le président doit essayer de faire comprendre, c'est que la France continuera, dans ce monde numérique, à avoir une forme de puissance. Et c'est vrai que pour l'instant, on a à la fois du savoir-faire, mais pas forcément la taille critique. Mais d'une certaine manière, là, aujourd'hui, il essaie de se convaincre et de convaincre les Français qu'on sera un acteur majeur, mais il y a encore du travail. Il y a de la route. Il y a de la route encore avant d'en arriver là. Ce sommet-là, il était aussi censé permettre d'établir ou de discuter autour d'un certain ordre mondial, et notamment en lien avec l'éthique dont on parle et le respect des données. Est-ce que vous avez le sentiment, Sibony, qu'on on est quasiment à la fin du sommet international, qu'il y a un ordre mondial sur l'IA qui a été décidé, ou que finalement, avec tout ce qu'on s'est dit là, chacun va un peu faire sa route comme il l'entend? Je trouve que c'est une excellente question déjà parce qu'elle est au présent et que pour une fois, on ne parle pas de ce que deviendra l'intelligence artificielle, mais ça rappelle que l'intelligence artificielle, ce n'est pas uniquement l'intelligence artificielle générative, ce n'est pas uniquement les générateurs de texte ou l'intelligence artificielle dans le domaine militaire. L'intelligence artificielle, c'est aussi notre filtre anti-spam, c'est aussi ce qui détermine déjà en ce moment l'information qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc la manière dont on crée notre opinion. Et donc un nouvel ordre mondial, ça relève du futur. Moi, je m'interroge plutôt sur l'ordre mondial qui est en train de créer l'intelligence artificielle, sur la vision du monde qu'elle crée, sur la manière dont les données remettent en question les frontières, puisque les données n'ont pas de frontières. La régulation peut en avoir, mais les données elles-mêmes,
circulent, bien sûr. Et donc, pour moi, l'ordre mondial qui est présenté à ce sommet, c'est-à-dire celui d'une intelligence artificielle qui serait séparée en deux pôles entre les États-Unis qui misent beaucoup sur leur géant technologique, la Chine qui a dans une idée plus étatique avec un contrôle plus strict de la donnée, et une possible troisième voie avec un alignement entre la France, l'Inde, l'Union européenne. Pour moi, ce n'est pas forcément aujourd'hui le plus pertinent parce que ça relève encore de frontières nationales qui sont remises en question par cette circulation de la donnée. Vision assez pessimiste ou plutôt pessimiste pour l'instant sur la situation actuelle. Du coup, vous auriez préféré qu'il y ait quelque chose d'un peu plus franc qui se dégage et au-delà des frontières? Et surtout, oui, des institutions supranationales, internationales, c'est ce qui manque, capables de gérer la désinformation, de gérer la manière dont on construit aujourd'hui l'opinion et dont se construit finalement certaines vérités, et je le dis au pluriel. Jean-Michel Valentin, est-ce que vous partagez ce qui vient d'être dit? En fait, oui, tout à fait. Et la question d'un ordre mondial, au moment où justement l'ordre mondial issu de Bretton Woods et de 1944 est en train de voler en éclats, et où justement on a à la fois une recomposition des équilibres internationaux au sens premier du terme entre nations, mais aussi où on a ces puissances technologiques qui sont supranationales, mais qui, dans le cas américain, chinois et quelques autres, vivent d'investissements nationaux absolument massifs. Ce sont des changements très profonds. Prenez le sommet des BRICS à Kazan en octobre dernier, qui s'est achevé par la présentation par Vladimir Poutine du projet de crypto-monnaie qui permettrait aux pays adhérents des BRICS de se livrer à leurs échanges transfrontaliers hors de la zone dollar. On est en plein usage géopolitique de l'IA avec des conséquences en cascade ultra rapides. Et en fait, ce à quoi on assiste actuellement, c'est une recomposition ultra rapide d'un ordre mondial très hypothétique pour l'instant. Ouais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une... pardonnez-moi l'expression, mais que l'IA, c'est devenu une bombe à retardement dans les mains du monde, en fait, là. Ça peut tout recomposer? Oui, mais ça a déjà commencé à recomposer les États-Unis, parce que si on analyse derrière les frasques d'Elon Musk, ce qui s'est passé, c'est que vous avez en fait deux mondes qui s'affrontent. Le monde de la défense classique, qui était plutôt proche des George Bush, des gens de cette génération républicaine, donc les Boeing, les acteurs traditionnels de la défense, et la nouvelle génération, donc une espèce de défense 2.0 avec, vous parlez d'Anduril, mais également Elon Musk avec Starlink, Peter Thiel avec Palantir. Donc tous les supporters de Trump l'ont soutenu en lui disant « Nous allons, avec nos technologies, remplacer le système américain de défense avec des choses nouvelles ». Et tous les pays observent ça, parce que désormais, la technologie, on l'a dit, en fait, on a d'un côté des États, et de l'autre côté, les entreprises qui sont parfois plus grandes et mieux valorisées que certains États. Et effectivement, la question qu'on se pose, c'est comment cette reconfiguration va se faire. Et d'une certaine manière, ce sommet est en fait une étape dans l'observation. On va voir comment les États-Unis se positionnent par rapport à l'Europe. On ne sait pas encore. Et c'est vrai que muscler, montrer qu'on a de l'argent, qu'on a de la visibilité, c'était plutôt malin, parce que ça permet de dire, dans le monde de demain, compter avec l'Europe, on a aussi des ressources et du savoir-faire et de l'argent. Alors, ça passe par l'argent, ça c'est très clair. Et effectivement, vous avez raison de le dire, Emmanuel Macron en a énormément parlé. On a bien compris qu'il y avait 109 milliards d'euros qui allaient être investis dans l'intelligence artificielle. J'aimerais bien qu'on écoute à nouveau le président de la République, parce qu'il a parlé aussi de simplification des normes et des processus en France et en Europe. Il a dit, en fait, on est trop lent. On l'écoute. Annoncer de nouvelles stratégies, mais en général, nous sommes trop lents. J'ai bien reçu le message des investisseurs. Je leur ai dit aujourd'hui que nous allions adopter la stratégie que nous avons utilisée pour Notre-Dame de Paris. Nous avons montré au reste du monde que lorsque nous nous engageons
avec des dates butoirs, des échéances, etc., nous sommes au rendez-vous. Nous simplifions toutes les procédures. Une personne est en charge du projet et nous tenons nos engagements. Donc l'approche de Notre-Dame sera adoptée pour les data centers, pour les autorisations de mise sur le marché, pour l'IA et l'attractivité. Donc en France, pour faire face à l'énorme enjeu que représente l'intelligence artificielle, une des solutions, c'est de mettre le modèle Notre-Dame en place, pour Emmanuel Macron. Et derrière ce modèle, vous avez compris, c'est la débureaucratisation que proposait Gabriel Attal, de simplifier les règles administratives pour construire plus vite, notamment les data centers. Notre-Dame, c'était un succès aux yeux du monde entier. Il s'adresse à des entrepreneurs planétaires, mais aussi succès auprès de l'opinion publique franco-française. Parce que derrière cette référence à Notre-Dame, bon, il y a la simplification administrative, mais il y a aussi quelque part l'union nationale derrière un projet. Parce que c'est ce que, politiquement, avec ce sommet de l'IA, vient chercher Emmanuel Macron. C'est un soutien de tous les partis politiques et de l'opinion, que tout le monde, ça participe du vivre ensemble, d'être derrière un objectif commun, de pouvoir exister entre la Chine et les États-Unis dans ce domaine-là. Jean-Michel Valentin, est-ce qu'il y a effectivement urgence aujourd'hui pour la France et pour l'Europe à simplifier les processus administratifs pour être moins lents, comme le dit le président de la République, sur la question de l'intelligence artificielle ? Alors, la revendication de simplification bureaucratique, vous la trouverez chez tous les grands acteurs de l'intelligence artificielle. Plus on régule, moins on innove, hein, c'est un peu ce qui se dit, quoi. Plus on régule, moins on innove, sans doute. En fait, la question, pour moi, c'est pas tellement régulation, réglementation, etc. La question, c'est fondamentalement, comme le disait Laure Sibony et Tariq Krim, la question, c'est la politique. C'est-à-dire l'intelligence artificielle au service de quel projet national. C'est ça l'enjeu. Donc, de deux choses l'une, ou bien l'intelligence artificielle, on va la subir, ou bien on va la maîtriser, mais on va la maîtriser au profit d'un projet national. Donc, en fait, l'émergence ultra rapide de ces nouvelles technologies très puissantes, mais aussi des contraintes qu'elles induisent. Et ces contraintes, elles sont nombreuses. Elles sont financières, elles sont scientifiques, elles sont matérielles, elles sont énergétiques, elles sont très nombreuses. Donc la question, c'est, l'intelligence artificielle est là, quelle politique fait-on avec ? Si je puis me permettre d'ajouter un mot, justement, qu'est-ce qu'en pensent les oppositions à Emmanuel Macron ? Est-ce qu'elles le soutiennent ou pas ? Les écologistes, on a entendu Sandrine Rousseau hier sur notre antenne, qui, elle, plutôt pointe les dangers de l'IA, dangers pour l'emploi et puis dangers, évidemment, pour le réchauffement climatique, parce que c'est très énergivore, les data centers. À noter que Jean-Luc Mélenchon ne reprend pas du tout ses arguments, et c'est extrêmement intéressant, dans une tribune qu'il a publiée au Figaro. Il est plutôt favorable à l'intelligence artificielle, mais une intelligence artificielle de service public, qui puisse travailler sur des données publiques qui respectent la vie privée. Donc, et lui, il considère qu'Emmanuel Macron livre l'intelligence artificielle française aux milliardaires américains. C'est une critique classique du capitalisme. Et puis, il y a ce qui se passe au Rassemblement national, où Jordan Bardella, là aussi, va plutôt dans le sens d'Emmanuel Macron, d'aller plus vite et de débureaucratiser, ce qui lui permet aussi d'instiller une petite différence avec Marine Le Pen, qui est peut-être une différence de génération, mais qui est une différence peut-être plus politique, puisqu'on le sait, Jordan Bardella est plus libéral que Marine Le Pen. Et donc, discrètement, l'intelligence artificielle lui permet aussi d'exister, lui aussi, politiquement, et de se distinguer un petit peu de Marine Le Pen. Voilà un petit peu les positions des uns et des autres. Après, du côté de la majorité et des Républicains, on soutient plutôt Emmanuel Macron. Tariq Krim. Oui, il y avait juste une anecdote à propos de ça. Je me rappelle que l'ancien Premier ministre avait annoncé la nouvelle IA de l'État. Et dans les commentaires sur LinkedIn, quelqu'un avait dit, est-ce qu'on peut d'abord réparer le site des URSSAF qui ne marche pas très bien ? Et d'une certaine ça en dit long. D'une certaine manière, on a, et je peux m'inclure là-dedans, collectivement raté le véritable Notre-Dame. En fait, c'est l'État numérique. Le numérique, en fait, devait faire deux choses. Baisser les coûts, on n'a pas réussi, l'État est encore plus consommateur que jamais, et simplifier la vie des gens. Et on n'a pas réussi à faire ça. Et je crois que quand on parle de faciliter les data centers, faciliter un certain nombre d'acteurs étrangers pour s'implémenter, la première des choses que les gens veulent, c'est un État numérique qui marche bien, qui soit facile. Et ça, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça devrait être l'enjeu. Et si on utilisait la technique Notre-Dame pour réparer l'État, ça serait pas mal.
Je vous vois hocher la tête, Laura Simonet. Ah oui, non, je suis entièrement d'accord avec cette idée. En effet, l'intelligence artificielle a la capacité de simplifier. Souvent, on me dit j'ai déjà du mal avec l'informatique, je vais rien comprendre avec l'intelligence artificielle. En vrai, la plupart des gens qui disent ça l'utilisent déjà sans s'en rendre compte. Et maintenant, l'enjeu aussi national pour les institutions étatiques, au-delà des questions de politique partisane, mais pour la politique vécue, citoyenne, c'est déjà de s'emparer de cette intelligence artificielle au service des citoyens, à partir des données des citoyens, pour pouvoir simplifier tout ce qui concerne la démocratie, plutôt que tout ce qui va concerner l'information, la manière dont on va s'informer, former notre opinion, plutôt que l'inverse. Allez, on va continuer cette discussion avec vos questions à présent à vous, chers téléspectateurs. Et Séverine Larouille nous a rejoint pour les transmettre à nos invités. Bonjour Séverine. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Lucie, bonjour à nos invités. Vous pouvez continuer à poser vos questions, hein, bien évidemment, sur la tablette. Moi, je les poserai, je les relayerai auprès de nos invités. Alors, il y a beaucoup de questions aujourd'hui concernant l'IA. Je vais essayer d'en donner le plus possible. Beaucoup de questions, notamment concernant les emplois et des inquiétudes. Je relaye celle de M qui dit « Est-ce que l'IA va toucher nos emplois ? Est-ce que l'IA va toucher nos emplois ?» Et puis Alain, un peu dans la même veine, combien de métiers vont disparaître à cause de l'IA ? Qui souhaite répondre en premier ? Laura Sibony, peut-être. J'aime bien faire la distinction entre les tâches et les métiers, puisque je suis écrivain, par exemple. Dans mon métier, il y a beaucoup de tâches différentes. Il n'y a pas seulement celle d'écrire, de poser des mots sur une feuille. Il y a aussi tout ce qui va concerner la promotion du livre, bien sûr, mais aussi les recherches historiques, dans certains cas, pouvoir mettre en forme un manuscrit. Enfin, il y a beaucoup d'étapes, beaucoup de tâches qui se cachent derrière un métier. Et l'intelligence artificielle va pouvoir automatiser certaines tâches, ce qui va mener à remettre en cause des métiers. Mais c'est plus des évolutions que des disparitions complètes. Et mon souhait, c'est que l'intelligence artificielle permette de revaloriser des tâches qui ne sont pas considérées comme des métiers. Tout ce qui est l'accompagnement des enfants, des personnes âgées, tout ce qui vont être des tâches quotidiennes, des tâches qu'on fait qui, parce que leur résultat est moins mesurable, sont moins considérés comme des métiers. Bon, c'est peut-être un souhait. Sur ces craintes concernant l'emploi, c'est le grand enjeu politique de la réception de toute politique qui promouvra l'intelligence artificielle. Politiquement, pour que ça passe, voilà, enfin, c'est vulgairement, mais c'est la crainte exprimée massivement par les Français. Ça nous ramène dans la campagne électorale de 2017 où Benoît Hamon parlait d'une taxe robot parce que ça pouvait détruire les emplois. Là, on est un peu presque 10 ans après. On va pas faire une taxe IA qui est voilà, mais voilà, c'est pas nouveau cette peur-là de la destruction. C'est l'inconnu. On ne sait pas quels emplois seront visés en premier. C'est la peur de l'inconnu. Oui, mais après, c'est plus les emplois intellectuels ou enfin pas forcément. Voilà, c'est pas forcément les mêmes emplois que les robots. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques années, on disait que ce sont les emplois manuels qui vont disparaître, et maintenant, on dit que ce sont les emplois intellectuels. Mais prenons un exemple, le métro. Vous vous rappelez, il y a des années, quand on a commencé à automatiser le métro, on nous disait non, on va perdre des emplois. Aujourd'hui, la RATP cherche des conducteurs de métro et on est quand même très content que certains outils fonctionnent. Donc, en fait, dans la balance, il y a aussi une question, c'est comment s'assurer que certains services fonctionnent bien avec moins de monde, parce qu'on a aussi une démographie qui va changer. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce que vous avez dit sur les questions des tâches. Moi-même, qui est en train d'écrire un livre, je ne délègue pas à la machine mon plaisir, qui est le plaisir d'écrire, mais par contre, pour les recherches, ça va faciliter la vie de plein de gens. Vous auriez pu utiliser un étudiant stagiaire, vous auriez pu... non, mais... Oui. Alors, gardez cette question. Pensez-vous que les décisions qui seront prises pourront permettre de faire revenir les cerveaux qui ont quitté la France ? Je pense qu'ils pensent aux annonces d'Emmanuel Macron et aux 109... les 109, elles ne concernent pas des salaires qui augmenteraient ou des conditions de recherche qui seraient supérieures ou un campus peut-être et des difficultés de logement. Mais ça va jusque-là. Par exemple, si vous êtes doctorant, c'est compliqué pour se loger à Paris. Alors que si vous allez dans la Silicon Valley, alors le Silicon Valley c'est compliqué aussi, mais si vous allez dans un campus américain, vous êtes logé plus facilement. C'est tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte. Donc l'attractivité, c'est pour n'importe quel étudiant, pas simplement en IA. Donc après,
Mais je pense que les cerveaux, il faut déjà pas les faire partir avant de les faire revenir. Est-ce qu'on a de quoi les retenir, justement, ces cerveaux-là? Moi, j'ai travaillé longtemps à Silicon Valley. Je suis revenu en France parce que je pense que les conditions de vie, tout simplement, sont meilleures. Alors, il ne faut pas fantasmer. On dit souvent que les salaires sont mirobolants, mais le coût de la vie là-bas est absolument... la sécurité sociale, etc. Absolument tout, même. Se trouver un logement, ça coûte une fortune quand on en trouve un. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on considère, je pense que beaucoup de chercheurs, avant de se dire, ils partaient aux États-Unis parce qu'ils n'étaient pas considérés ou n'avaient pas forcément les moyens de faire ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas que l'argent. Et là, je pense que depuis quelques années, la technologie est enfin revenue au cœur des discussions. Et donc, il y a beaucoup de gens qui partent quelques années. Je pense que c'est une bonne chose. Et ensuite reviennent avec d'autres expériences. Et je pense qu'on a vraiment évolué positivement sur ce sujet. Allez, la question d'Anfia à présent. Anfia, elle se demande, cette intelligence artificielle ne serait-elle pas un danger pour les études de la génération future? Laura Siboni. Alors, cette grande question de l'IA dans l'éducation... Elle revient tout le temps, ouais. Elle revient parce qu'elle a beaucoup... Hein. Et à juste titre, mais parce qu'elle prend beaucoup de visages différents. Évidemment qu'une IA mal utilisée, comme n'importe quelle autre technologie mal utilisée, est un danger pour l'éducation, favorise une sorte de paresse intellectuelle qu'on retrouve dans beaucoup d'aspects, qui est une manière de ne pas se lancer dans un discours, une manière d'être paralysé devant la page blanche. De gagner du temps également. De gagner du temps lorsqu'on a perdu le but des études, qui est justement d'apprendre, qui est de s'enrichir intellectuellement. Comment expliquer à nos enfants qu'il faut apprendre ça ? Parce qu'ils ne sont pas idiots, nos enfants, ils connaissent tout, ils utilisent même ChatGPT. Comment expliquer qu'il faut apprendre s'ils vont nous répondre, la machine, elle peut le faire à ma place? Oui, mais il y a un super pouvoir, si je peux me permettre. On a tous eu un super pouvoir, on a tous eu des dissertations. Oui. On nous a donné une page blanche et on nous a dit, vous avez 2 heures pour réfléchir à un sujet. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, si on le veut, on peut se dire, qu'est-ce que je pense de tel sujet? Et ce qui est important avec l'IA, c'est que c'est des outils faciles à utiliser. Mais ce que les enfants doivent garder, c'est ce sens critique, c'est cette capacité de se dire « je pense, j'utilise pour confirmer ou infirmer ma pensée » et pas laisser l'ordinateur, évidemment, penser à sa place. Et ce super pouvoir, il a un nom, c'est la curiosité. Et la curiosité, ça ne se développe pas en ayant des systèmes qui vont chercher des régularités statistiques dans une base de données, mais en étant exposé à ces données. Et ces données, ça peut être des livres dans une bibliothèque, ça peut être des discussions, ça peut être énormément de choses. Alors j'adore, moi, le super pouvoir de la curiosité. Et le super pouvoir de la curiosité, nos téléspectateurs, ils l'ont. Hein. Et Florent, il demande, pensez-vous vraiment que le consommateur dépensera son argent pour voir un film, écouter de la musique, lire un livre, etc., s'il n'est plus produit par des humains? Alors ça, c'est de la pure opinion. Ouais. Je pense que oui. Et qu'ils le font déjà, puisqu'il y a déjà... Ça, c'est ce que j'allais dire, c'est déjà un petit peu fait. Après, est-ce que ce sera une tendance dominante? Bon, on voit déjà, notamment parmi les usages dans le cinéma, bien sûr, les effets spéciaux, mais aussi des acteurs qui ont pu être, le mot est excessif, mais ressuscités par intelligence artificielle, c'est-à-dire leur image a pu être animée même après leur décès. Bien sûr. Et parce que j'ai un ami qui vient de lancer un film entièrement fait en IA, il a passé 1 an à le faire. Et c'est aussi difficile, en fait, que de faire un film avec des acteurs. Donc, il y a toujours du travail, des choses qui n'ont... On a quand même du goût, on a quand même un certain... Quand il y a pas on ne voit pas le travail derrière le... Mais on voit bien l'idée qui sous-tend la question de Florent. L'idée qui sous-tend la question de Florent, c'est est-ce qu'on va effacer l'être humain des productions culturelles? Ouais, on parlait de la curiosité qui peut aussi aller avec la créativité et les métiers, justement, de la création. On a vu notamment... Je ne crois pas, mais je ne le souhaite pas non plus. Je pense qu'on a de nouveaux outils. Il y a une inquiétude des métiers de la culture, de la création, comme dit Lucie. Alors... Voilà, Mathilde, sa question, elle est plus vaste à Mathilde, mais peut-être que ce serait bien qu'on en parle. Quels sont les réels dangers de l'IA? Est-ce qu'il y a des réels dangers? Puisqu'en soi, nous ne savons pas réellement ce qu'est l'IA. Quels seraient les réels dangers de l'IA? Il y a les inquiétudes dont on vient de parler. Une des choses importantes, c'est que quand vous allez sur une IA et que vous posez des questions, au-delà de donner une réponse bonne ou mauvaise, ce qui était un peu le cas des débuts de ChatGPT, vous savez, on appelait ça les hallucinations. La question, c'est qui contrôle politiquement ces IA. Quand je tapais des questions politiques sur les débuts de ChatGPT, j'avais les résultats du département d'État. Ce n'était pas la vision française ou européenne. Et donc, il faut prendre conscience que ces IA ont des biais
Et c'est des biais qui peuvent être parfois très subtils. Alors, on le voit facilement avec DeepSeek, quand on pose une question sur Tiananmen. Il vous dit « Ah, je ne comprends pas la question », ou il n'en parle pas, mais il y a des biais plus subtils. Voilà, il y a des biais plus subtils et il faut prendre conscience que de la même manière qu'un éditorialiste ou une personne a des opinions et défend les opinions, une IA le fait aussi. Voilà. Avoir conscience de ça. Oui, il y a beaucoup d'imaginaire, c'est vrai, on l'a dit, autour de l'intelligence artificielle. Il y a aussi des choses très concrètes et vous nous avez permis d'en comprendre un certain nombre. Merci à tous d'avoir été sur ce plateau. Merci Daïk. Séverine, on vous retrouve à quelle heure ? On me retrouve à 14h30 et puis on parlera des récentes déclarations de Donald Trump. Allez, rendez-vous est pris donc pour 14h30. Vos prochaines questions à venir sur France Info. En attendant, et avant que le 11-13 se poursuive, on va faire un point sur l'actualité dans les Outre-mer avec Outre-mer Express et notamment de fortes intempéries dans le nord de la Nouvelle-Calédonie. Le nord de la Nouvelle-Calédonie frappé par des vents violents et des fortes pluies, conséquence d'une dépression tropicale modérée. Des éboulements ont été enregistrés, de nombreux radiers sont submergés. Cet infirmier libéral découvre l'obstacle. De l'autre côté de la rivière, son patient. Je vais essayer de passer comme on passe d'habitude, sur le pont ici et là-bas, pour essayer de contourner un peu la rivière, si ça passe. La traversée se fait pieds nus. La maison est située à 600 mètres plus haut. On a besoin que le traitement soit bien suivi, il ne faut pas qu'il y ait de rechute. Donc je trouve que si on peut passer, on essaie de le faire, si on peut trouver une solution. S'il répond au téléphone et qu'il vient, c'est bon. Sinon, on essaie de trouver une solution sans prendre trop de risques non plus. Là, il n'y a pas de réel risque. Depuis 2021, Gwenaël Valade suit chaque jour une trentaine de patients. En cette saison, il est régulièrement confronté aux intempéries et s'adapte. Si on s'organise suffisamment tôt, on peut aussi voir avec des familles ou des amis qui sont autour. On leur donne le traitement, qu'eux, ils passent le relais après. Donc ça va dépendre de chaque patient, de chaque situation. La bande pluvieuse se déplace. Le temps devrait s'améliorer demain sur le Caillou. La campagne sucrière a commencé en Guadeloupe. Les engins sont à l'œuvre dans les champs de canne et la météo est au rendez-vous. On a commencé petit à petit. On a une petite réunion ce matin pour le déroulement. Et puis là, le terrain est bon. Donc ça va, on va travailler comme il faut, en espérant que la pluie ne gâche pas tout. Les premiers chargements de canne sont arrivés ce matin à l'usine de Gardel et les quantités devraient augmenter rapidement. C'est toujours une récolte qui part timidement, mais à partir de demain ou jeudi, les opérateurs de groupe vont mettre en route et l'usine sera au maximum. La filière espère broyer près de 445 000 tonnes de canne cette année, le double de la campagne précédente qui avait été fortement perturbée. Miss France, de retour dans son île, 9 semaines après son sacre. Angélique Angarny-Philopon a été accueillie comme une reine à l'aéroport Aimé Césaire au rythme du carnaval. Je ressens beaucoup d'émotions, je ressens beaucoup de fierté. Je suis très contente, j'ai vraiment hâte de commencer cette petite semaine de festivités et de fêter ce titre avec les Martiniquais. C'est la première Martiniquaise à endosser l'écharpe de Miss France et les habitants de l'île aux Fleurs en sont particulièrement fiers. Très ravie, elle est magnifique. Elle l'a fait et nous sommes franchement contents, émus. J'ai la chair de poule, elle était magnifique. Un programme chargé attend la plus belle femme de France, notamment une grande parade demain dans les rues de Fort-de-France. Sur France TV, rien ne se fait sans vous. Une question à poser, un avis à donner, une envie à partager. Appelez-nous au 30 60. On est à votre écoute. C'est facile, c'est gratuit et c'est vraiment fait pour vous aider. 30 60. Alors n'hésitez pas à nous contacter. Retrouvez la météo avec Gustave Rideau. Véranda, pergola et carport. Gustave Rideau, votre espace en plus. Regardez la météo avec les lasagnes bolognaises Fleury Michon, gratinées dans leur barquette en bois et sans conservateur. C'est trop bon, Fleury Michon.
Bonjour à tous, la grisaille et l'humidité vont dominer votre journée avec un front faiblement pluvieux des Charentes au Jura, des pluies sur les Cévennes, sur le quart sud-est, de l'instabilité et une poche d'éclaircies sur le sud-ouest. Les températures pour votre après-midi contrastées, une grande douceur au pied des Pyrénées, jusqu'à 18 degrés attendus à Biarritz. Dans le nord, en revanche, pas plus de 8 degrés dans les rues de la capitale, 6 degrés à Lille. Ce soir, nous allons retrouver de faibles pluies sur la façade est, sur la côte d'Azur également, des bruines sur les Hauts-de-France et un temps sec en Bretagne. Demain, mercredi, c'est encore une journée placée sous le signe de la grisaille qui vous attend avec une perturbation sur le sud-ouest, des averses résiduelles du bassin parisien à l'Alsace. Sur le quart sud-est, en revanche, de belles éclaircies comme sur les Hauts-de-France. Passez un bel après-midi sur France Info, l'information continue. C'était la météo avec les lasagnes bolognaises Fleury Michon, gratinées dans leur barquette en bois et sans conservateur. C'est trop bon, Fleury Michon. C'était la météo avec Gustave Rideau. Véranda, pergola et carport. Gustave Rideau, votre espace en plus. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info. Le 11-13 se poursuit dans quelques instants. Nous serons avec Benjamin Haddad, le ministre délégué chargé de l'Europe. Mais avant cela, on va faire un point complet sur l'essentiel de l'actualité. Avec à la une, 4 personnes qui sont en garde à vue actuellement dans l'enquête sur la mort de la jeune Louise. Un homme a été arrêté hier soupçonné d'être l'auteur du meurtre et on apprend par une source proche de l'enquête que des traces de griffures ont été relevées sur les mains de ce suspect. 3 autres personnes sont en garde à vue, des membres de sa famille, en garde à vue pour non-dénonciation de crime. Je vous rappelle que le corps de Louise, 11 ans, a été découvert dans la nuit de vendredi à samedi dans un bois de l'Essonne. Le sommet sur l'intelligence artificielle touche à sa fin. Emmanuel Macron a lancé cette dernière journée avant de donner la parole à d'autres chefs d'État et de gouvernement. Le président français qui a redit la chance et l'importance, selon lui, de pouvoir développer l'IA en France. L'Union européenne annonce un investissement de 200 milliards d'euros. On vous rappelle que la France avait annoncé un investissement de 109 milliards d'euros. L'Ukraine pourrait être russe un jour comme elle pourrait ne pas être russe un jour. Donald Trump qui a soufflé le chaud et le froid sur la situation de Kiev lors d'une interview à la chaîne américaine Fox News. Le président américain qui met la pression affirmant qu'il veut récupérer l'argent prêté, réclamant l'équivalent de 500 milliards de dollars de terres rares. Une déclaration à quelques jours d'une rencontre entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président américain J.D. Vance. La situation se tend fortement autour du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, après les propos du mouvement islamiste de reporter jusqu'à nouvel ordre la prochaine libération d'otages israéliens captifs à Gaza. Israël a qualifié de violation totale de la trêve l'annonce du Hamas. Une avalanche de réactions internationales a suivi, notamment celle de l'ONU, qui appelle à la libération prévue des otages. Et puis en France, les droits des personnes en situation de handicap bafoués selon des manifestants qui se sont mobilisés hier à Paris, à la veille des 20 ans de la loi de 2005 sur l'accessibilité. Aujourd'hui, la ministre Charlotte Parmentier-Lecocq a annoncé la tenue d'un comité interministériel sur le handicap. Ce sera le 6 mars prochain. Elle demande d'accélérer l'application de la loi. On l'écoute. Clairement, on est au milieu du gué, il faut qu'on accélère maintenant, il faut qu'on aille vraiment sur la fin de toutes les mesures d'accessibilité qui étaient attendues dans cette loi. C'est-à-dire le logement, la mobilité, ce sont vraiment 2 enjeux majeurs pour les personnes en situation de handicap. Voilà donc pour l'essentiel de l'info et on s'arrête à présent sur l'enquête qui est en cours après le meurtre de Louise, 11 ans, dont le corps a été retrouvé dans un bois de l'Essonne le week-end dernier. Noémie Schulz, on va en parler avec vous, spécialiste des questions de police et de justice. Noémie, il y a des gardes à vue en cours, 4, et aussi de nouveaux éléments petit à petit dans l'enquête. Oui, on sait qu'un jeune homme de 23 ans, à nouveau, a été interpellé hier en fin de journée aux alentours de 20h. C'est un jeune qui habite le même quartier que celui où vivait Louise et qui donc est en garde à vue depuis hier soir. On a appris également que dans la nuit, un peu avant 2h du matin, son père, sa mère et sa petite amie ont été interpellés par les enquêteurs qui voulaient les confronter à des incohérences dans les premières déclarations de ce suspect. Lui a été placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, son entourage pour non-dénonciation de crime et on apprend effectivement à l'instant d'une source proche de l'enquête que ce suspect porte des traces de griffures sur les mains. C'est évidemment un élément qui peut aller dans le sens d'une implication dans la mort de Louise. On reste très prudent à ce stade. On a vu ces derniers jours que déjà 2 autres jeunes hommes de 23 ans
avait été interpellé, placé en garde à vue, puis relâché au bout de quelques heures sans qu'aucune suite ne soit donnée les concernant. Donc on va bien sûr attendre de voir quand le procureur de la République d'Évry communiquera si il y a des éléments suffisants pour incriminer ce suspect-là. Mais d'ores et déjà, des déclarations contradictoires, l'entourage qui est placé en garde à vue pour vérifier ces déclarations, voir s'il a pu changer de comportement dans la foulée des faits, s'il a pu dire des choses, parler également à ses proches, et puis ces traces de greffures sur lesquelles il va devoir s'expliquer. C'est notamment sa silhouette qui pourrait être celle de ce jeune homme aperçu sur des images de vidéosurveillance juste derrière Louise alors qu'elle rentrait chez elle après le collège vendredi. Merci beaucoup Noémie pour toutes ces précisions. Bien évidemment, grâce à vous, on continue à suivre les évolutions de cette enquête tout au long de la journée. On va s'intéresser à présent au Conseil constitutionnel et aussi aux nominations qui sont en cours. Ça peut paraître un petit peu lointain et pourtant le Conseil constitutionnel, c'est une instance éminemment politique à laquelle chaque citoyen peut faire appel. Et ce qui interroge aujourd'hui, c'est la nomination par Emmanuel Macron de Richard Ferrand, ce proche du président qui pourrait peut-être prendre la tête de l'institution. Alors, est-ce que ça peut poser problème ? On va en parler avec nos invités qui sont sur ce plateau. Benjamin Morel est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Politologue, constitutionnaliste et maître de conférences à l'Université Paris 2. À vos côtés, Valérie Lecable. Bonjour Valérie. Bonjour. Éditorialiste politique au quotidien Le Journal Point Info. Et puis Marie-Ève Malouine est également à nos côtés. Bonjour et bienvenue. Éditorialiste à la Revue Politique et parlementaire. Vous avez notamment conseillé certains politiques et une ministre actuellement. C'était il y a quelques années déjà. Ce sont des élus de LR. Absolument. D'abord, et avant qu'on se lance dans les analyses de ce qui est en train de se passer autour du Conseil constitutionnel, on va s'intéresser à Richard Ferrand. Qui est-il pour ceux qui ne le connaissent pas? Quelle est sa carrière politique aussi, sa proximité avec Emmanuel Macron? Tout cela nous est expliqué par Camille Novak. Richard Ferrand, un homme à la carrière politique mouvementée. À seulement 18 ans, ce Breton d'adoption rejoint les rangs du Parti socialiste par admiration pour François Mitterrand. Conseiller général du Finistère puis conseiller régional de Bretagne, il débute alors une longue carrière d'élu local. Toujours sous l'étiquette du PS, il pousse les portes de l'Assemblée nationale en 2012, élu député de la 6e circonscription du Finistère. Après 36 ans au Parti socialiste, Richard Ferrand entame un virage politique en 2016. Il rallie les rangs du mouvement En Marche. Celui que l'on nomme le premier marcheur devient l'un des plus fidèles et proches du président de la République. La démarche d'Emmanuel Macron, elle est à la fois lucide et courageuse. Lucide, parce qu'elle porte un regard sur le monde qui est celui de la réalité, avec la passion du concret, et en même temps courageuse, parce qu'au fond, la démarche qu'il a menée, il faut un certain courage pour le faire. En 2017, Emmanuel Macron le nomme ministre de la Cohésion des Territoires, poste qu'il quitte un mois seulement après sa nomination. Richard Ferrand est alors rattrapé par la justice. L'élu est soupçonné d'avoir profité de ses fonctions à la tête des mutuelles de Bretagne pour permettre à sa compagne d'acquérir un immeuble à Brest à moindre frais. Une affaire qui se solde finalement par un non-lieu. Les faits sont prescrits. Richard Ferrand rebondit, prend la présidence du groupe LREM à l'Assemblée nationale. L'année suivante, en 2018, il est nommé président de l'Assemblée nationale, poste qu'il occupe jusqu'en 2022, année où il perd son mandat de député, battu aux législatives. Richard Ferrand disparaît peu à peu de la scène politique, mais reste l'homme de l'ombre d'Emmanuel Macron. Depuis 3 ans, il occupe le poste de président du bureau exécutif de Renaissance. Et c'est la nomination par Emmanuel Macron de Richard Ferrand, c'est son candidat en fait pour la présidence du Conseil constitutionnel qui fait débat, mon cher Daïk. Oui, parce que c'est un très proche et donc il va arranger les affaires d'Emmanuel Macron dans le futur, c'est ça l'idée. Alors après, il faut arrêter l'hypocrisie. C'est d'abord une nomination politique. La présidence du Conseil constitutionnel s'est assumée comme telle. François Mitterrand, il a nommé Robert Badinter. Jacques Chirac, Jean-Louis Debré et François Hollande, c'était pas un proche, Laurent Fabius, mais c'était quelqu'un du même parti que lui. Voilà, donc c'est une pratique qui est habituelle. Sauf, qu'est-ce qui pose problème peut-être pour Richard Ferrand, c'est qu'il n'a peut-être pas le même parcours politique que les cas cités précédents et peut-être moins d'indépendance revendiquée par rapport à Emmanuel Macron. C'est pas tout à fait Robert Badinter, c'est pas tout à fait Laurent Fabius qui a été président de l'Assemblée nationale, ministre des Affaires étrangères. Après, Richard Ferrand, il n'a pas de compétences spécifiques en termes de droit. Néanmoins, on peut considérer qu'un parcours politique, ça correspond à une validation de compétences professionnelles aussi quand on parle de droit. Mais on a dit que c'est une pratique habituelle. La situation politique, elle, après 2027, ne sera peut-être pas habituelle parce que peut-être qu'à l'Élysée, il y aura quelqu'un qui voudra remettre en cause très fortement ou changer très fortement la Constitution
et que dans ce cas-là, le rôle du président du Conseil constitutionnel, ce ne sera plus quelqu'un qui est arbitre au-dessus de la mêlée, mais quelqu'un qui sera en plein dans le combat politique, qui sera peut-être le principal opposant au futur président. Et dans ce cas-là, celui-ci avec Richard Ferrand pourra dire, celui-ci ou celle-ci, pourra dire, regardez, c'est une position politique qu'il prend contre moi, c'est pas du tout une position en droit. Elles sont nombreuses, les critiques venant des personnalités politiques autour de cette nomination. L'une des dernières en date, c'est celle de Marine Le Pen, qui fustige la pratique dont vous parliez de nommer des copains, si je puis le dire ainsi, à des postes comme celui du Conseil constitutionnel. Marie-Ève Malouine, quel regard vous portez là-dessus, vous ? Alors évidemment, Emmanuel Macron, en ce moment, il n'est pas très apprécié, il n'est pas très défendu. Donc ça aurait de toute façon été difficile de faire un choix qui fasse l'unanimité, sauf contre lui, ce qui est le cas un petit peu aujourd'hui. Il ne faut pas oublier non plus que le président du Conseil constitutionnel n'est pas tout seul. Ils sont 9 et c'est des délibérations collégiales. Et une voix vaut une autre, celle du président, et compte double quand il faut trancher, quand il y a égalité. Mais comme ils sont 9, ça arrive quand il y en a un qui est absent. Richard Ferrand a un profil politique, c'est pas le premier. Laurent Fabius a été nommé, il a quitté directement le gouvernement pour prendre la présidence du Conseil constitutionnel. À ce moment-là, les socialistes n'ont pas trouvé à redire. Ce qui gêne chez Richard Ferrand, c'est que c'est vraiment un proche de Emmanuel Macron, même si c'est l'un des rares à pouvoir lui dire des choses désagréables en face. Mais c'est aussi quelqu'un qui n'existait pas, qu'on ne connaissait pas, même s'il était député, avant Emmanuel Macron. Chez les socialistes, il n'était pas très connu. En Bretagne, c'est Jean-Yves Le Drian. Richard Ferrand, on le connaissait peu. Et il est apparu dans le cadre de la loi Macron. C'était le rapporteur. Et là, il a découvert Emmanuel Macron. Il a suivi ses pas et c'est là qu'il a monté. Donc, il est totalement identifié là-dessus à Emmanuel Macron. Mais encore une fois, au Conseil constitutionnel, il n'y a pas que des juristes. Il y a beaucoup aussi de politiques. Pourquoi ? Parce que la loi, la Constitution, c'est le fruit de données juridiques, mais c'est aussi l'esprit de la loi qui est faite par les politiques à la base. Est-ce que ça peut fragiliser ou pas le Conseil constitutionnel ? Vous avez un point de vue assez arrêté, Benjamin Morel. Ça peut le fragiliser pour vous, la nomination de Richard Ferrand ? Oui, ça peut le fragiliser. Pourquoi ? Alors, il y a des éléments structuraux et des éléments conjoncturaux. Et les éléments conjoncturaux sont plus importants en l'affaire, et je rejoins ce que disait Daïd tout à l'heure, que les éléments structuraux. D'un point de vue structurel, on dit oui, mais ce n'est pas le premier président de l'Assemblée nationale qui arrive à la présidence du Conseil constitutionnel. Prenez le CV de Jean-Louis Debré. C'est peut-être un politique, mais il est docteur en droit. Il est magistrat. C'est pas tout à fait la même donne. Et donc, il y a une légitimité et il y a une autorité. Là-dessus, la légitimité et l'autorité de Richard Ferrand, elle est très faible. Hein. Même Laurent Fabius, vous avez quelqu'un qui aurait pu être au Conseil d'État, il narque, c'est pas le choix qu'il a fait, mais malgré tout, il y a ce poids en droit, ce qui n'est pas le cas de Richard Ferrand. Ça, c'est pour les éléments structuraux. Je fais pas partie de certains, et j'ai beaucoup de collègues qui disent qu'il faudrait qu'il n'y ait que des profs de droit, ou peut-être quelques juges. Non, en effet, il peut y avoir des politiques, mais à condition, malgré tout, qu'il y ait une légitimité et que vous ayez passé très longtemps à la commission des lois, que vous ayez le CV, etc., qui permet, par exemple, la nomination de Philippe Bas par Gérard Larcher, elle n'est pas scandaleuse. C'est probablement aujourd'hui en droit l'un des meilleurs spécialistes de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui aujourd'hui est un vrai sujet. Le fait qu'il soit au Conseil constitutionnel se justifie. Pour Richard Ferrand, c'est moins évident. L'autre aspect plus conjoncturel, et je rejoins ce que disait Daïd tout à l'heure, demain, déjà, l'état du droit constitutionnel n'a jamais été aussi fluide aujourd'hui. On a l'impression que le droit, c'est des maths. A plus A égale 2A. Non, en fait, le droit, c'est de l'interprétation. Et ces interprétations, elles peuvent toujours être contestées et contestables. Et aujourd'hui, on est en crise politique. Et la manifestation juridique de cette crise politique, c'est qu'on a beaucoup d'interprétations de la Constitution qui nous échappent. Regardez, récemment, on s'est demandé qu'est-ce que peut faire un gouvernement démissionnaire. Il fallait répondre à ça. La réforme des retraites, la procédure a été complètement capillotractée. Il fallait répondre à ça. Demain, on a une question de priorité de constitutionnalité qui peut engager la possibilité de Marine Le Pen à se présenter. Il va falloir répondre à ça. Si Marine Le Pen arrive au pouvoir, on aura peut-être en effet une grande loi immigration, retour sur la préférence nationale, etc. Il faudra répondre à ça. Si jamais vous avez quelqu'un qui apparaît comme étant l'ancien Sherpa du chef de l'État, sans vraie légitimité, que va dire Marine Le Pen ? Elle va dire, c'est jamais que la voix d'Emmanuel Macron qui m'empêche d'appliquer mon programme, qui m'empêche de me présenter. Il y a une théorie qui a été avancée par la Cour européenne des droits de l'homme en 1970, qui est la théorie des apparences. Que dit la Cour européenne des droits de l'homme ? Elle dit, eh bien, il ne faut pas seulement que le juge soit impartial, parce que peut-être que Richard Ferrand le sera. Il faut également qu'il ait l'apparence de l'impartialité. Parce que s'il n'a pas l'apparence de l'impartialité, l'opinion publique se dit, le problème c'est l'état de droit, jetons l'état de droit avec l'eau du bain de l'interprétation du juge. Et ça, évidemment, aujourd'hui, alors qu'on a Trump aux États-Unis et que l'état de droit n'a jamais été aussi contesté, c'est un vrai danger.
Valérie Lecap. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Benjamin. Je rajouterai juste quelques petits éléments, puisque beaucoup de choses ont été dites. Dans les présidents de Conseil constitutionnel cités par Daïk, il n'a pas cité Roland Dumas, qui avait comme similitude avec Richard Ferrand ces histoires d'affaires judiciaires et de mise en examen. Dans votre sujet que vous avez fait, qui est tout à fait exact, ce qui est gênant, c'est pas d'être mis en examen. Ce qui est gênant, c'est que l'affaire n'a jamais été jugée sur le fond, en fait. En tant que président des Mutuelles de Bretagne, il a été mis en examen et il y a eu une simple prescription, en fait, grâce à la Cour de cassation qui a décidé que c'était prescrit sans jamais qu'il y ait eu de jugement sur le fond. Ensuite de ça, quand Richard Ferrand était président de l'Assemblée nationale, lui, il a nommé au Conseil constitutionnel Véronique Malbec, qui était elle-même procureure de la Cour d'appel de Rennes, qui était justement en charge de ce sujet-là parmi beaucoup d'autres. Autre chose que l'on peut remarquer, Richard Ferrand est à peu près le seul, je ne crois pas en avoir entendu d'autres, mais peut-être je me trompe, à avoir évoqué la possibilité d'un 3e mandat présidentiel, de ne pas se limiter à 2 mandats, ce qui est récent en France. Effectivement, avant, il y avait la possibilité de faire un 3e mandat. Et la dernière chose, effectivement, pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est que on ne demande pas forcément... Il n'y a plus que 2 experts en droit au sein du Conseil constitutionnel, étant donné les nominations qui sont faites. Parce qu'on pourrait parler aussi de Laurence Vichelsky et de Philippe Bas. Moi, je suis d'accord. Qui sont les 2 candidats du président de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Je pense que Philippe Bas est tout à fait incontestable. Laurence Vichelsky, personnellement, pour avoir suivi de très près l'affaire Elf et pour avoir écrit un livre dessus, je poserai un certain nombre de questions malgré son passé de magistrat. Ancienne juge d'instruction. Oui, mais elle a eu une vision extrêmement politique de cette affaire. Plus politique. J'en ai écrit 500 pages. Je ne vais pas rentrer dans le détail, peu importe. Donc, et Yael Braun-Pivet a dit il faut qu'il y en ait une femme, etc. Très bien, mais bon. Donc, si vous voulez, ça fait globalement le tableau général du Conseil constitutionnel, étant donné et Richard Ferrand, que je me trompe ou pas, n'a jamais fait de droit du tout, je crois, parmi ses études. Je suis pas sûre. Il a pas fait. Il a fait 1 ou 2 années. Juste sur ça. Ouais. Enfin bon, peu importe. Donc, ce que je veux dire, c'est que globalement, la composition du Conseil constitutionnel, qui est très défendue par Alain Juppé, par ailleurs, qui dit oui, il faut des hommes politiques et des hommes de poids, peut sembler un peu légère, on va dire. Je vais vous donner la parole dans un instant, Marie-Ève Malouine, mais avant ça, si vous le voulez bien, on va quand même se remettre en tête le Conseil constitutionnel, à quoi il sert, qu'il compose. On va en parler avec Jordan Klein, qui est avec nous. Alors déjà, concrètement, et Benjamin Morel avait commencé à évoquer certaines choses, mais à quoi sert ce Conseil constitutionnel ? Eh bien, il est le garant de la Constitution de 1958. Il contrôle en fait la constitutionnalité, soit des lois, soit des traités internationaux, savoir si, oui ou non, eh bien, ils sont conformes à ce que dit la Constitution de 1958. Il peut aussi eh bien, se prononcer lorsque l'article 11 est activé. L'article 11, c'est ce qui permet à des citoyens eh bien, d'utiliser un référendum d'initiative partagée. Eh bien, avant qu'il y ait un vote, eh bien, le Conseil constitutionnel se prononce, savoir si c'est constitutionnel. Il y a aussi, eh bien, depuis la réforme... Jordan qui ne m'entend pas, mais on va écouter Emmanuel Macron. Jordan, pardonnez-moi. Tirer 3 lignes de conviction. La première, c'est que nous sommes tous convaincus que nous sommes dans un moment d'innovation et d'accélération. Et c'est pourquoi il y a eu tout au long des débats, on l'a encore vu aujourd'hui, ce dilemme, est-ce qu'on doit être positif, négatif, avoir peur, avoir confiance? L'action, en quelque sorte, c'est une morale par elle-même. C'est déjà décidé que nous avons envie d'en être. Nous sommes conscients que c'est une compétition et que nous sommes décidés, parce qu'aussi c'est un sujet de souveraineté, à tous y participer. Et donc, le moment que nous vivons est un moment d'innovation et d'hyper-rapidité et un moment d'accélération, en effet, des investissements et des choix. À l'occasion de ce sommet, nous avons pu annoncer 109 milliards d'investissements privés internationaux et français dans l'intelligence artificielle en France. Et tout à l'heure, la présidente de la Commission européenne a annoncé 200 milliards d'investissements publics et privés dans l'intelligence artificielle en Europe. Ces 2 chiffres montrent, quelques semaines après les annonces faites par les États-Unis d'Amérique,
après le succès chinois de DeepSeek, après les annonces faites par nos amis dans le Golfe de très grands investissements, après les annonces indiennes, canadiennes et de tant d'autres ici présents, à quel point la course est lancée. Et c'est une bonne chose. Mais à quel point nous sommes dans cette course. Et les chiffres que je viens de rappeler montrent aussi, je m'en félicite, ce réveil européen et cette volonté d'en être. Nous voulons continuer d'investir dans les talents, c'est-à-dire la formation de nos jeunes, la création de plus en plus de postes de recherche et de postes universitaires. Nous voulons investir dans les données, leur consolidation, un cadre aussi sûr d'accès à ces données, je vais y revenir. Nous voulons investir dans les data centers et la présidente de la Commission a annoncé ce programme en cours de création de data centers à travers l'Europe pour la recherche publique et les start-up. Nous avons annoncé plusieurs data centers massifs également financés par le secteur privé en France à l'occasion de ce sommet, avec une force, c'est la capacité à avoir de l'énergie décarbonée soutenable. Et c'est là où le modèle français de nucléaire civil est une force. Et puis, nous avons aussi décidé tous ensemble d'accélérer en termes d'application. Plusieurs l'ont évoqué, l'application dans les sciences, l'application dans la mobilité, l'application dans la défense et la sécurité. Plusieurs grands groupes français internationaux ici présents ont conclu des partenariats importants pour justement signer avec des nouveaux acteurs de l'intelligence artificielle ces partenariats et saisir ces opportunités. Nous sommes au fond convaincus que l'intelligence artificielle va nous permettre de mieux apprendre, de mieux nous soigner, de mieux travailler, de mieux vivre au fond dans nos sociétés. Et c'est un sujet, oui, de compétition, d'innovation, de souveraineté, mais nous sommes à un moment d'innovation et d'accélération. Le deuxième message, c'est au fond comment bâtir la confiance. Et je crois que pour sortir du dilemme risque-opportunité, pour éviter tout de suite aller vers la régulation qui s'impose et qui pourrait bloquer l'innovation, je crois que le défi qui nous est tous posé, et il est évidemment au gouvernement, mais à la société civile, aux acteurs privés, aux grands investisseurs, c'est de savoir comment la confiance à l'égard de l'intelligence artificielle et de sa diffusion est maintenue. Parce que ce sera la clé de sa réussite. Si nous cassons cette confiance, eh bien, l'intelligence artificielle divisera le monde. Si nous cassons cette confiance, alors elle ne sera pas adoptée par des tas et des tas de secteurs et vous verrez que dans quelques années, on aura beaucoup de nos compatriotes qui diront « on n'en veut pas chez nous ». C'est une source, au fond, de mal-vivre. Et qu'est-ce qui va fonder cette confiance? D'abord, c'est un accès juste et ouvert. Et la question de l'accès est décisive. L'accès international, c'est pourquoi je tenais à ce qu'il y ait plusieurs représentants du continent africain, latino-américain et pacifique. Et je crois qu'il faut qu'on veille tous à ce qu'il y ait un juste accès à ces innovations de tous les continents. Et je crois que ça correspond vraiment à ce que nous portons avec le Premier ministre Modi de cette troisième voie qui consiste à dire, au fond, nous on ne veut aucune vassalisation, mais on veut aussi qu'il y ait un accès juste et ouvert de ces innovations à toute la planète. Et je ne crois pas dans cette division du monde entre un Sud et un Nord qui se regarderaient en face à face. Je pense qu'un des défis, si on veut qu'il y ait la confiance justement dans l'intelligence artificielle, c'est de s'assurer de l'égal accès de tous les continents à ces innovations. Et c'est un défi qui touche le public comme le privé. C'est le même défi que nous avons dans nos sociétés. Il ne faut pas laisser s'installer une division entre certains, les plus âgés, les plus vieux, certaines parties de nos territoires dans l'accès à l'intelligence artificielle. La deuxième chose, c'est la qualité des données. Si on veut qu'il y ait de la confiance dans l'intelligence artificielle, il faut qu'on puisse avoir, de manière progressive, de plus en plus consolidée, des données de qualité et qu'il y ait des tiers de confiance qui puissent progressivement les certifier. Le troisième élément, c'est qu'on veut des modèles, je le disais pour l'accès ouvert, mais pluriels, pluralistes. Nous sommes différents, cette salle le montre. Et l'exemple pris par le Premier ministre Modi tout à l'heure du droitier contre le gaucher pourrait se décliner à l'envi.
Et donc, on veut des modèles qui s'entraînent sur des sources ouvertes, on veut des modèles pluriels, et on veut en quelque sorte une intelligence artificielle qui nous ressemble. Et c'est pourquoi l'open source, le pluralisme des modèles, l'ouverture des bases de données pour entraîner ces modèles, la diversité donc de ces derniers, la transparence aussi des algorithmes, sont des éléments clés d'une confiance dans l'intelligence artificielle. On veut également un respect de la vie privée. Ça a été très bien rappelé hier soir dans nos débats. Et donc on veut en quelque sorte articuler ce monde où la donnée massivement ouverte permet d'accélérer l'innovation, mais où le respect de la vie privée et de nos secrets est assuré. Et donc un cadre de confiance qui permet à chaque citoyen d'avoir justement la garantie que la privacy, tout ce qui constitue sa vie privée, est respecté. On veut un cadre de confiance qui nous permet de distinguer les deepfakes des informations qui nous permettent de choisir. On veut un cadre de confiance qui nous permet de protéger nos instances des attaques cyber, et donc qui nous assure une vie tranquille dans l'intelligence artificielle. On veut un cadre de confiance qui respecte la créativité, et donc ce que chacune et chacun fait et qui lui revient, le droit d'auteur, les droits voisins, qui permettent à des artistes, des créateurs, des photographes, des journalistes d'être défendus dans leurs droits. On veut un cadre de confiance qui évite une utilisation de l'intelligence artificielle pour le contrôle de masse ou la destruction d'autrui. Et donc, ce qui est le cœur même de l'ordre public dans lequel nous vivons. Et on veut un cadre de confiance qui articule une intelligence artificielle si gourmande en énergie et notre souci de la planète et de la biodiversité. Et donc, on a besoin de favoriser une intelligence artificielle qui va chercher de l'électricité décarbonée et surtout des modèles beaucoup plus frugaux qui vont nous permettre d'utiliser moins d'énergie. Ce que je dessine là, en quelque sorte, ce sont les communs, les piliers, et ce ne sont pas le problème des autres. Et ça ne doit pas être, en quelque sorte, un problème que les innovateurs renvoient à tous ceux qui auraient à gérer le reste. Ce sont des problèmes natifs de l'intelligence artificielle. C'est ce qui fait que nous aurons confiance ou pas dans l'intelligence artificielle, qu'elle viendra s'inscrire dans nos vies, dans la manière dont nos pays se tiennent, nos peuples vivent et l'ordre international peut se tenir. Et donc cette notion de confiance et les quelques paradigmes, les quelques principes que je viens de livrer, c'est le cadre dans lequel nous devons nous inscrire. Alors, nous avons lancé des premières coalitions et actions concrètes pour y répondre. La Fondation Current AI, elle y répond. Et donc ce seront 400 millions d'euros qui seront d'ores et déjà investis. La France y contribuera à hauteur de 100 millions d'euros, mais je veux tous vous inviter à y entrer. C'est en quelque sorte un partenariat public-privé où on va essayer de répondre à ces questions de confiance. Et par exemple sur la question des données, en créant un tiers de confiance qui va garantir justement la nature des données, leur sécurité, leur qualité. La coalition pour une IA durable, c'est une initiative qui permet de répondre à cet élément de confiance et qui va donner de la transparence, mais qui va aussi engager les acteurs publics et privés à aller dans cette direction. Les observatoires que nous avons décidés, sur à la fois le social comme l'énergie, c'est des cadres de confiance qui vont permettre de regarder des sujets tout à la fois de climat, mais aussi d'accessibilité, d'ouverture d'accès à l'intelligence artificielle. Et donc nous posons là les bases, à côté de l'innovation et de l'accélération, de ce qui va permettre à l'IA d'advenir et de tenir, c'est-à-dire les clés de la confiance. Et au fond, un ordre commun. Et c'est ce qui me conduit à ma dernière remarque. Tout ça doit nous conduire à défendre et à faire vivre un multilatéralisme pluriel de l'intelligence artificielle. Avec le Premier ministre Trudeau, il y a 7 ans, sous son égide, dans le G7 que le Canada présidait, on a lancé ce partenariat mondial pour l'intelligence artificielle. Il est abrité par l'OCDE, mais il fait vivre ce dialogue. 44 pays l'ont rejoint, on sera une 60aine bientôt, et il permet de faire vivre ce dialogue autour de la science, des solutions, des standards, entre acteurs de différents horizons et de différentes cultures. Les Nations Unies ont lancé ce pacte numérique mondial, ô combien important, vous l'avez rappelé,
Monsieur le secrétaire général, et beaucoup aussi ici contribuent à ce dialogue. L'UNESCO, la francophonie, le Conseil de l'Europe, à travers leurs compétences, mais en apportant aussi toutes les connaissances que ces organisations font vivre. Au fond, on le voit à travers ces différents cénacles, nous avons besoin, comme on l'a fait durant ce sommet, de continuer à faire avancer une gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. Celle qui, au fond, sur la base des actions, des coalitions que nous avons lancées aujourd'hui, va nous permettre de consolider les éléments de confiance de l'intelligence artificielle aux côtés de ce moment d'accélération et d'innovation et va nous permettre d'en poser les règles. Car nous avons besoin de ces règles pour que l'intelligence artificielle avance. Ça n'est pas de la défiance, ça n'est pas contrarier l'innovation, mais c'est lui permettre d'advenir avec un espace international dans lequel on évitera la fragmentation. Voilà les quelques convictions que je voulais ici partager avec vous. Au fond, nous croyons dans l'innovation, nous croyons dans l'accélération, nous croyons dans l'investissement, mais nous voulons aussi une IA de confiance, une IA qui recrée de l'unité dans la communauté internationale. Je voudrais terminer par un mot de remerciement pour vous toutes et tous qui avez contribué à ces travaux et à travers ces actions à poser les bases, je crois, de ce travail commun. Un mot aussi de remerciement à l'attention d'Anne Bouvreau, mon envoyée spéciale pour ce sommet, qui a conduit tous ces travaux sur les 5 continents. Merci à elle, à sa formidable équipe, Martin Tisney, Sana de Courcelles, Roxane Varza, Guillaume Poupard, Henri Verdier, Alexandre Mirlès, Arnaud Amabil et à Chloé Goupil, la secrétaire générale de ce sommet qu'il a parfaitement organisé. Merci aux ministres et merci infiniment au Grand Palais, au Palais de la Découverte, de nous avoir accueillis durant ces travaux. Merci à toutes et tous d'avoir été là. Et maintenant, pour conclure, je veux inviter mon ami le Premier ministre Narendra Modi à nous dire quelques mots et à nous faire une grande annonce. Monsieur le Premier ministre. Vous venez de suivre avec nous en direct sur France Info la prise de parole d'Emmanuel Macron pour clore le sommet international de l'intelligence artificielle organisé à Paris ces 2 derniers jours. Un discours qui a été centré autour de la confiance, l'intelligence artificielle de la confiance, Daïk. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment un discours diplomatique plus que technologique, parce que derrière cette confiance et comment bâtir une intelligence artificielle de confiance, simplement Emmanuel Macron tente de faire démentir la structuration du monde, la répartition, l'explication de celui-ci, avec d'un côté l'Occident face au Sud global. Et lui, il veut rebâtir cette vision-là, parce qu'il considère qu'elle n'est pas forcément exacte et puis elle n'est pas forcément favorable à la France, en mettant notamment, avec l'image qu'on voit avec le président de l'Inde, que de dire Premier ministre, pardon, que c'est plus compliqué que ça et qu'en rebaptisant une intelligence artificielle pour l'ensemble du monde, notamment en intégrant l'Afrique, en ce qu'elle soit juste, ouverte, etc., on cloue le bec à cette vision du monde, l'Occident face au Sud global, puisque l'Inde fait partie de ce qu'on appelle le Sud global et est alliée avec la France pour justement une intelligence artificielle de confiance. Valérie Lecam. C'est exact ce que vous êtes en train de dire, Daïk, mais je trouve qu'on reste un petit peu sur notre faim quand même, parce que dans ce positionnement, il est quand même très pragmatique. Il annonce des chiffres, il dit l'intelligence artificielle, c'est pour mieux travailler, pour la santé, pour mieux apprendre, etc. Pour mieux vivre. Mais il ne dit pas quelle est sa vision du monde avec l'intelligence artificielle. Je m'explique. Les Chinois, on sait qu'ils sont en train d'essayer de mieux réguler leur pays, d'utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Aux États-Unis, il y a un enjeu absolument considérable parce que vous avez Elon Musk, vous avez Apple, vous avez des immenses groupes privés qui ont pris un pouvoir international extrêmement fort. Et là, on ne voit pas exactement, je trouve, jusqu'où Emmanuel Macron... Je trouve que ça manque un peu de souffle politique. C'est un peu... Alors, c'est vrai qu'il s'adresse... C'est un petit discours de fin de Oui, sommet. Mais c'est vrai qu'il s'adresse plutôt à des entrepreneurs, il s'adresse à des gens... Il parle beaucoup d'argent, il parle beaucoup de techno, d'innovation. Et il dit, je pose la confiance à l'innovation,
Mais il ne dit pas, avec ça, l'Europe va être plus grande, l'Europe va être plus puissante, l'Europe va contrer l'invasion des Chinois ou le temps, est-ce qu'il peut dire ça alors qu'il invite la moitié des gens dont il pourrait vouloir contrer les visées? C'est ça, compliqué. Voilà, donc c'est un peu compliqué, mais du coup, je trouve que la dimension politique, autant c'est réussi en termes, il y a tout le monde, il y a de l'argent, il a dit on va faire comme Notre-Dame de Paris, autant je trouve qu'il manque un peu de vision politique. Voilà. Marie-Ève Malouine, est-ce que c'est réussi ou pas ce sommet international de l'IA pour Emmanuel Macron? En tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'il retrouve un peu ses fondamentaux, il est chez lui. On l'a vu chercher sa place, y compris sur les réseaux sociaux, intervenir, faire des déplacements. La presse ne s'y intéresse pas. Pourquoi? Parce que les Français s'y intéressent pas non plus. Là, il a fait un événement qui est conforme à ce qu'on attend d'un président de la République. Ça peut être pas assez grand, pas assez politique, mais en tout cas, ça correspond au rôle d'un président de la République. Et donc, il retrouve ses fondamentaux, qui étaient celui d'Emmanuel Macron, qui croyait en l'avenir de la campagne de 2017. C'était le seul à dire ça va aller mieux dans l'avenir, la multipolarisation du monde, la mondialisation ne conduit pas forcément à l'échec. Donc il retrouve un peu ces accents optimistes et qui lui conviennent. Après, il faudra voir dans le détail. Ce qu'il y a, c'est qu'il joue l'Inde, parce que l'Inde, parmi les grandes puissances, autant la Chine joue les produits manufacturés et cherche des marchés, l'Inde, qui est aussi peuplée, si ce n'est plus que la Chine, travaille sur la connaissance, forme des ingénieurs, forme des ouvriers, des employés qualifiés qui inondent le monde, notamment de l'intelligence artificielle. Et ils préfèrent jouer l'Inde plutôt que la Chine, puisque de toute façon, la Chine n'attend pas la France. Mais surtout l'Inde, c'est plus d'1 milliard d'habitants, et je crois qu'ils sont passés devant la Chine en termes de population mondiale. Donc c'est un poids très important. Mais ils ont une autre démarche basée sur l'intelligence, qu'elle soit artificielle ou humaine, dans la formation de leurs employés qui sont partout dans le monde et dont la France aussi aura besoin pour se situer. On voit ici les images de fin de ce sommet de l'IA. Il y a eu la traditionnelle photo de famille, entre guillemets, de tous les participants. Benjamin Morel, quel regard vous portez sur ce fameux cadre de confiance qu'a répété encore et encore Emmanuel Macron sur l'IA? Il y a 2 messages. C'est-à-dire le premier message, c'est en effet, on n'est pas sorti de l'histoire. On n'est pas sorti d'histoire, on trouve des partenaires, on a l'impression que les États-Unis sont en pole position, que la Chine est également partie sur ce sujet. L'Europe apparaît comme étant pris en étau. En fait, non. On est capable d'investir, on est capable d'avoir des partenaires et donc on est dans la course. Ça, c'est un message qui est un message très fort parce qu'il y a encore quelques semaines, on considérait qu'avec Elon Musk d'un côté et les Chinois de l'autre, on était sorti de cette histoire. L'autre message, parler du cadre de confiance, c'est qu'on veut réguler. Et la régulation, elle apparaît, quand on parle de ce type de sujet, comme étant un frein, quelque chose qui engonce, etc. Quel message fait passer ici Emmanuel Macron? C'est que la régulation est une chance, parce que la régulation permet de construire la confiance. La régulation permet d'entraîner tout le monde vers un monde dans lequel l'IA ne serait pas perçue comme étant une menace, mais serait vraiment quelque chose d'utile au bien commun. Mais est-ce que ce sera vraiment un peu ambigu sur la question de la régulation? Parce qu'à la fois, il y a un besoin de règles, il le dit clairement, un cadre, et en même temps, au début, il dit attention à la régulation qui bloquerait le développement de l'intelligence artificielle. Il est où l'équilibre? L'équilibre, il est dans le fait que pour les entrepreneurs, la régulation, c'est le mal. Et donc, à partir de là, il s'agit de leur dire, OK, il y a une mauvaise régulation, l'Europe, ses normes, etc., ça peut être un problème. Nous allons trouver une bonne régulation. Une régulation qui vous aide à entreprendre, une régulation qui vous aide à investir, mais une régulation qui permette de construire ce fameux cadre de confiance. Est-ce que ce sera entendu? Pas sûr. Néanmoins, il y a la volonté de mettre en récit cette régulation, ce qui n'est pas mauvais. Valérie? Oui, ce qui est intéressant, c'est que normalement, la régulation, elle doit se faire au niveau européen. Si on veut pouvoir concurrencer les États-Unis ou la Chine, il faut le faire au niveau européen. Et sur l'Europe, on a surtout... alors c'est bien, hein, ils abondent, ils rajoutent beaucoup de milliards d'euros au milliard. C'est 100 plus 200, c'est ça? 109 milliards pour la France et 200 milliards annoncés par l'Union européenne. Donc ça, c'est un engagement fort et qui veut dire quelque chose. Mais justement, là aussi, on aimerait en savoir plus. Moi, je dirais, c'est une première brique qui est réussie, on est d'accord. Mais pour moi, c'est là que tout commence quelque part. C'est-à-dire qu'on aimerait en savoir plus sur... comment ils souhaitent réunir les Européens, avec quel objectif, quelle régulation, justement. Il y a encore c'est un lancement. En fait. Il y a des questions en suspens, c'est vrai. Est-ce qu'on va en savoir plus ou pas avec le ministre délégué de l'Europe? On va lui poser la question. Benjamin Haddad est en direct avec nous depuis le sommet international de l'IA. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vient d'écouter en direct le discours de clôture d'Emmanuel Macron qui parle de cadre de confiance, d'IA de confiance et d'IA d'unité. Vous avez le sentiment que vraiment il y a une unité mondiale de l'IA à l'issue
l'issue de ce sommet? Parce que les États-Unis et la Chine continuent un petit peu leur vie quand même. Déjà, on a vu une ambition formidable dans ce sommet de l'IA avec 109 milliards d'investissements qui ont été annoncés en France, 200 milliards annoncés par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On a des talents, on a des startups qui ne demandent qu'à se développer, qu'à se financer. On leur donne aujourd'hui les moyens avec énormément d'énergie. On voit des annonces aussi qui ont été faites, je pense, dans la collaboration entre pays européen. Alors après, effectivement, il faut être capable d'avoir un cadre de régulation. On l'a fait en Europe ces dernières années. On l'a fait évidemment pour les plateformes de réseaux sociaux avec le DSA, la lutte contre la haine en ligne, les ingérences, la manipulation des algorithmes, avec le AI Act aussi qui est en train d'être mis en place pour réguler notamment l'usage des technologies. Mais en tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une formidable opportunité avec la France au cœur de l'Europe pour être moteur dans le développement de l'intelligence artificielle dans des secteurs comme la santé, comme le travail, comme les transports. Et maintenant, donnons les moyens effectivement à nos entreprises de pouvoir se développer. Pardonnez-moi, est-ce qu'on n'a pas aussi assisté là à une petite compétition des ambitions entre pays finalement, au-delà de l'unité que veut mettre en avant Emmanuel Macron? Mais vous savez, fondamentalement, on le voit aux États-Unis, en Chine, il y a eu des investissements, il y a des boîtes qui se sont développées. Et effectivement, dans ce qui va être quand même une course pour l'intelligence artificielle, eh bien, on ne peut pas être en retard. Il faut que nous-mêmes, on se donne les moyens de pouvoir être là. C'est un enjeu de compétitivité, c'est un enjeu de transformation de notre économie, de création d'emplois, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté. Quand on pense à la question des données, quand on pense aux questions aussi de sécurité nationale, eh bien c'est pour ça qu'il faut effectivement se donner les moyens en France et en Europe pour pouvoir être dans cette course. Mais on a tous les atouts, encore une fois. On le voit, des talents, des entreprises comme Mistral. On voit, quand on voit l'émergence rapide de DeepSeek en Chine, on voit qu'absolument rien n'est joué, que ceux qui nous disaient que la compétition était déjà terminée avec les États-Unis, qui étaient irrattrapables avec des boîtes comme OpenAI, qu'en réalité tout est bousculé. Eh bien, soyons dans cette course, donnons les moyens, mais mettons aussi effectivement le cadre de droit, d'une IA de confiance, non pas pour entraver la recherche de nos entreprises, mais au contraire pour les accompagner dans ce développement. Monsieur Haddad, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire? Vous nous parlez de régulation et en même temps, Emmanuel Macron nous parle de Notre-Dame, qu'il faut s'inspirer de la reconstruction de la cathédrale, qui impliquait des simplifications administratives et donc, quelque part, des dérégulations. On ne parle peut-être pas de la même chose. La régulation, c'est sur le fond, la nature de l'intelligence artificielle. Les dérégulations, c'est sur la construction des data centers. Mais quand même, c'est un message contradictoire. Non, absolument pas, parce qu'il ne faut pas opposer les deux, régulation et innovation. On a besoin de ce cadre, on a besoin par exemple de s'interroger sur les usages de l'intelligence artificielle, mais il faut le faire avec optimisme et confiance, pas pour entraver le développement, mais pour l'accompagner. Et on a besoin d'innovation, parce que comme l'a dit le président, quand on a la régulation sans l'innovation, eh bien on n'a pas l'innovation. Et fondamentalement, on dépend des autres, on dépend des Américains et des Chinois, et donc on dépend de leurs normes, et donc on dépend des usages qui sont décidés ailleurs, en dehors de nos frontières. Donc on doit investir, on doit innover, on doit simplifier la vie de nos entreprises et des innovateurs, leur faire confiance pour qu'ils puissent se développer, parce que c'est aussi la condition de notre souveraineté. Donc n'opposons pas les deux, ne soyons pas défensifs, ne soyons pas méfiants, soyons au contraire optimistes sur les opportunités que représente l'intelligence artificielle, et après coopérons évidemment au niveau européen, et je le souhaite au niveau global. C'est l'objectif aussi de ce sommet IA, pour avoir un cadre d'utilisation. Oui, mais ma question, M. Haddad, c'était sur l'effet Notre-Dame, notamment pour la construction de data centers sur le territoire. Est-ce que là, il n'y a pas un risque de dérégulation? C'est qu'on va construire des data centers partout sur le territoire. Chaque région, chaque ville voudra avoir le sien, alors que ça pose aussi des problèmes d'aménagement et de consommation énergétique. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on a en France une énergie décarbonée, abondante, avec le nucléaire, avec aussi les renouvelables. C'est l'opportunité d'ailleurs qu'a souligné le président de la République hier. On a dit pendant longtemps que les data centers, quand on voyait notamment l'usage qui en était fait aux États-Unis, étaient forcément énergivores. Et on voit au contraire, avec l'irruption de DeepSeek, de nouveaux modèles, avec peut-être une consommation énergétique moindre, avec aussi d'ailleurs des investissements financiers moindres. Eh bien, nous avons cette opportunité en Europe avec des talents,
avec des startups, des investissements et aussi cette énergie nucléaire décarbonée, comme l'a dit le président hier en parlant de plug, baby plug. Effectivement, c'est une opportunité aussi pour ceux qui veulent venir se développer et investir en Europe. Et faisons-le effectivement avec simplification. La simplification, ce n'est pas la dérégulation. Vous avez un cadre, mais après, accompagnons les entreprises et faisons en sorte qu'ils soient le plus simple possible pour être mis en œuvre et pour permettre, encore une fois, à nos acteurs, nos pépites, nos innovateurs à qui il faut faire confiance, qu'il faut écouter, de pouvoir se développer et prendre des risques. Une question, allez-y Valérie Lecap. Oui, bonjour. On comprend bien l'initiative française et tant mieux, on la salue. Comment est-ce qu'on articule tout ça au niveau européen, c'est-à-dire les 200 milliards d'Ursula von der Leyen comparés à nos 100 milliards à nous? Est-ce que vous avez déjà une idée de comment tout ça va s'emboîter et comment vous allez pouvoir coordonner les choses et avoir une vraie approche européenne et pas seulement nationale? Aujourd'hui, le défi de l'Union européenne, c'est d'investir dans sa compétitivité, de ne pas décrocher quand on pense à l'IA et le quantique, quand on pense à la décarbonation, quand on pense à la défense, la réindustrialisation par rapport aux États-Unis et la Chine. Le rapport Draghi dit qu'il nous manque à peu près 800 milliards d'euros d'investissement public comme privé par an en Europe pour rattraper les États-Unis. Depuis 30 ans, les États-Unis ont généré 2 fois plus de PIB par habitant que l'Europe. Et ça, c'est principalement grâce à l'innovation technologique et au gain de productivité dans l'intelligence artificielle, dans le quantique ou dans le numérique. Eh bien, on doit effectivement investir massivement. On doit achever le marché unique avec l'union des marchés de capitaux, avec l'union bancaire, avec la simplification réglementaire. Aujourd'hui, il y a 300 milliards d'euros d'investissement, d'épargne de l'Union européenne qui partent aux États-Unis tous les ans pour aller dans les marchés de capitaux américains. Donc encore une fois, les financements sont là. Portons-les sur nos entreprises qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de pouvoir exporter en Europe, de pouvoir prendre des risques. Il y a ces opportunités. C'est pour ça que nous saluons non seulement les annonces d'Ursula von der Leyen, mais aussi la boussole de compétitivité, tous les chantiers qui sont portés aujourd'hui sur la simplification, sur la réindustrialisation par notre commissaire européen Stéphane Séjourné. C'est la priorité absolue de la France pour l'agenda européen en 2025. Maintenant, il faut aller vite. Il y a urgence. On voit les autres qui accélèrent. On doit nous aussi accélérer. Deux questions encore, Monsieur le Ministre, sur l'actualité qui n'est pas en rapport avec l'intelligence artificielle, mais qui est tout de même d'importance. Donald Trump qui a signé cette nuit des décrets pour imposer des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. La présidente de la Commission européenne qui promet une réponse ferme et proportionnée des Européens. Quelle peut être cette réponse ? Vous savez, on est déjà passé par là en 2016. En 2016, on avait déjà eu des tarifs douaniers de la part de l'administration Trump. Et à l'époque, on nous avait dit les Européens vont être faibles et vont se diviser. Il n'en a rien été. Nous avons des atouts. On a un marché unique de 450 millions de personnes. On est le premier partenaire commercial les uns des autres. Cette guerre commerciale et protectionnisme, c'est dans l'intérêt de personne. Mais la meilleure façon de le faire comprendre aux États-Unis, c'est d'assumer le rapport de force. Donc, on va défendre nos intérêts. On a nous aussi la possibilité de mettre en place des tarifs douaniers. On a ces instruments de rétorsion commerciale au niveau européen. On l'a déjà fait, je peux vous dire, on se défendra et on sera respecté. Autre question qui concerne encore Donald Trump qui a dit cette nuit concernant l'Ukraine que l'Ukraine pourrait être russe un jour comme elle pourrait ne pas être russe un jour. Il dit ça juste avant une rencontre entre le président ukrainien et le vice-président américain. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ? La souveraineté de l'Ukraine et la capacité des Ukrainiens à choisir librement leur avenir démocratique, leur avenir européen, eh bien, c'est un intérêt qu'on partage tous. Ça doit être un intérêt des États-Unis, c'est un intérêt des Européens. Aujourd'hui, les Ukrainiens se battent pour assurer la sécurité du flanc est de l'Europe et donc doit continuer à les soutenir. C'est la position de la France, c'est de dire de façon très simple que la sécurité de l'Ukraine, l'avenir de l'Ukraine doit être décidé avec les Ukrainiens et la sécurité et l'avenir de l'Europe doit être décidé avec les Européens. Est-ce qu'il va trop loin, Donald Trump, Benjamin Haddad, en se mêlant de ce que doit être ou pas l'Ukraine ? Excuse-moi, pardon, j'ai pas entendu ces dernières questions. Est-ce que Donald Trump va trop loin en se mêlant de ce que doit être ou pas l'Ukraine ? C'est aux Ukrainiens de choisir leur avenir. Les Ukrainiens se battent aujourd'hui pour leur avenir démocratique. Ils se battent aussi pour la sécurité des Européens. Et c'est pour ça que c'est notre responsabilité à tous de continuer à leur donner les moyens de pouvoir se battre et de se défendre parce que fondamentalement, la seule façon aujourd'hui de mettre fin à cette guerre, la seule façon d'aboutir à une négociation, c'est de rétablir le rapport de force sur le terrain et de faire comprendre à la Russie
qu'il n'y a aucune issue militaire à cette guerre. Vous savez, il n'y a pas de solution simple, rapide, facile à cette guerre en Ukraine. On voit que c'est la Russie qui refuse aujourd'hui la négociation, qui escalade sur le terrain, qui continue à avoir des buts de guerre maximalistes. Et d'ailleurs, il faut souligner que l'administration Trump, le président Trump lui-même, il y a quelques jours, avait émis la possibilité d'augmenter le coût économique, les sanctions sur la Russie, parce que fondamentalement, si on veut demain une négociation équilibrée, équitable, eh bien, il faut renforcer la main des Ukrainiens, leur donner les moyens sur le terrain et puis après s'investir dans la reconstruction et les garanties de sécurité à long terme pour l'Ukraine. Une fois de plus, ce sont nos intérêts de sécurité qui sont en jeu, aussi bien d'ailleurs ceux des États-Unis que de l'Europe, parce que ce serait dans l'intérêt de personne et certainement pas dans l'intérêt des États-Unis de donner une victoire à Vladimir Poutine. Quel message est-ce que ça enverrait? Quel précédent est-ce que ça représenterait sur d'autres théâtres dans le monde ou pour l'avenir de la sécurité internationale? Merci beaucoup Benjamin Haddad d'avoir accepté notre invitation dans le 11-13 de France Info. Merci à vous. On va continuer cette discussion avec nos invités, toujours présents sur ce plateau, et Christophe Gascard qui nous a rejoint. Bonjour Christophe, journaliste spécialiste des questions internationales. D'abord sur la question de l'intelligence artificielle. Pour terminer cette discussion avec vous, on était en train de débriefer Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le sentiment que Benjamin Haddad a apporté, puisque vous disiez Valérie que tout n'était pas clair sur comment allaient être utilisés les investissements dont on parle, est-ce que vous avez l'impression que là ça se précise? Ce que je trouve intéressant, c'est le rapport qu'il fait avec le rapport Draghi, justement, et les 600 milliards d'investissements nécessaires en Europe, parce que c'est vrai que la compétitivité de l'Europe est très à la traîne par rapport à celle des États-Unis, qui se sont développés 3 fois plus rapidement que nous. Et si on voit ça sous ce prisme-là, c'est vrai que ces 300 milliards, 200 plus 100, je ne sais pas où on va les trouver. Hein. Nous, nos 100 à nous... Investissements privés. Je ne sais pas où ils sont, des investissements privés. Effectivement, ça peut faire du bien pour la croissance et pour relancer l'économie européenne qui est en perte de vitesse et de compétitivité. Marie-Ève Malouine, quel regard vous portez là-dessus, sur ce qui a été dit par Benjamin Haddad et aussi par Emmanuel Macron? Évidemment, il manque beaucoup de détails sur la mise en place, etc. Les financements, on a à peu près, ce sont des entreprises privées. Mais ce que je trouve intéressant, c'est ça donne le coup d'envoi de quelque chose qui peut être positif. Et un des mots importants employés par Emmanuel Macron, c'est souveraineté. Puisqu'on l'a, depuis le Covid, c'est un mot que tout le monde répète dans tous les domaines, non pas pour supplanter, les mettre en premier par rapport aux autres, mais pour être indépendant. Notre indépendance, c'est aussi notre liberté. Et l'intelligence artificielle, évidemment, elle touche tous les secteurs. On l'a vu quand la Chine essayait de mettre sa nouvelle route de la soie, on s'est rendu compte au moment du Covid que ça n'allait pas, puisque si la Chine produit tous les produits manufacturés dont on a besoin, on n'a plus notre souveraineté, que ce soit dans le domaine de santé ou autre. Après, moi, ce qui je trouve très intéressant dans l'IA, c'est qu'il y avait un auteur anglais qui a écrit un livre il y a plusieurs années sur l'intelligence du cerveau, du cœur et de la main. On a mis en avant l'intelligence du cerveau. L'IA va s'en occuper beaucoup et donc restera aussi pour l'humain à travailler sur l'intelligence du cœur, sur l'intelligence de la main, qui ont été mises en avant aussi pendant le Covid et qu'on a oublié. Donc, on est face à un grand bouleversement, mais je pense qu'il peut être positif. Et là, on se donne un peu les moyens, en tout cas, d'en être. On ne sera pas forcément les plus forts, mais on a les moyens d'en être. On verra par la suite. Mais c'est quand même quelque chose qui donne envie de savoir la suite. Et il y a tellement longtemps qu'on n'a pas eu envie de savoir la suite sur plein de sujets que ça, c'est positif. Pour conclure sur ce sujet, Daïk, simplement, quand on écoute Emmanuel Macron autant que Benjamin Haddad, on a l'impression que c'est une pure réussite, ce sommet, en tout cas du point de vue de la France et du point de vue de la majorité de la présidence. C'est une réussite parce que ça met la France au cœur de cette technologie. On rappelle que ce sommet avait été décidé bien avant l'élection de Donald Trump, mais qu'il intervient après que celui-ci a annoncé qu'il y aurait 500 milliards destinés à l'intelligence artificielle et que lui-même édicte que c'est là le cœur du combat pour une Amérique plus grande. Et donc, voilà, ça devient une réponse politique à Trump. Et donc, par rapport au bras de fer que veut engager Donald Trump, Emmanuel Macron montre qu'il y a une réponse. Elle était prévue avant qu'il arrive au pouvoir, mais elle intervient de façon aussi plus d'actualité. Christophe, sur les États-Unis et le lien France-États-Unis, la compétition, plutôt la concurrence France-États-Unis sur l'IA, il y avait une incarnation américaine qui était là aussi, J.D. Vance, qui a prononcé un discours lui aussi. C'était d'importance pour la France qu'il y ait un représentant de
de la présidence Trump, même si ce n'était pas Donald Trump lui-même? Oui, c'était le minimum et surtout, on le rappelle, c'était le premier déplacement le premier déplacement à l'international depuis la prise de fonction donc de Donald Trump de J.D. Vance. C'était aussi la première fois que les deux hommes vont se rencontrer entre le vice-président et Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron connaît très bien Donald Trump. Il l'a rencontré à de multiples reprises à Paris et lors de sommets internationaux. Et là, c'est la première fois, effectivement, que les deux hommes se rencontrent. C'est l'occasion, lors d'un déjeuner de travail, de discuter de plusieurs sujets. Bien évidemment, de l'intelligence artificielle. Mais derrière tout cela, derrière ces déjeuners, il y a aussi d'autres choses. Et vous en avez parlé justement tout à l'heure avec Benjamin Haddad, notamment concernant les droits de douane, des taxes. Là, ça va être aussi au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et J.D. Vance, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, c'était déjà arrivé en 2016, et là l'objectif aussi d'Emmanuel Macron, c'est de faire un rapport de force, de montrer que il y a l'Europe qui est unie, et en tout cas, et qu'elle a moyen de rétorquer également. J.D. Vance qui est bientôt à l'Élysée, je crois. Lise Vogel, vous êtes sur place, le vice-président américain qui doit donc s'entretenir, et Christophe nous le disait à l'instant, avec le président français. Son arrivée à J.D. Vance est imminente ? Oui, c'est ça. On l'attend d'ici quelques minutes. C'est une séquence qui va trancher avec ce qu'on a vu hier soir à l'Élysée, puisque en marge de ce sommet international sur l'IA, il y avait hier soir une réception avec la présence de plusieurs dirigeants, notamment le dirigeant indien Narendra Modi ou encore Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien démissionnaire, et J.D. Vance était là, le vice-président américain, a participé à cette réception. Mais là, c'est bien un déjeuner de travail entre le président français et le numéro 2 de l'exécutif américain qui va avoir lieu au Palais de l'Élysée d'ici quelques minutes. On peut évidemment imaginer, sans faire trop de politique fiction, que les deux hommes vont revenir sur ce sujet de l'intelligence artificielle, puisque le sommet n'est pas terminé. Il y a encore une autre séquence qui attend le président de la République cet après-midi à la station F, l'incubateur de start-up fondé par l'entrepreneur français Xavier Niel. Et donc, il est absolument évident que les deux hommes vont en discuter, d'autant que J.D. Vance, à ce sommet, à la tribune de ce sommet ce matin, a prononcé un discours qui tranchait un peu avec le ton général. Il a prôné pour davantage de prise de risque et de dérégulation. Mais évidemment, vu le contexte politique et les relations actuelles entre la France et les États-Unis, on peut aussi imaginer que le président français abordera la menace de guerre commerciale régulièrement agitée par le président Trump contre l'Union européenne, ou encore la situation géopolitique à l'international, notamment, vous en parliez, la guerre en Ukraine, ou la situation explosive au Proche-Orient. Merci beaucoup Lise, en direct depuis l'Élysée, où doit arriver d'un instant à l'autre le vice-président américain pour s'entretenir, donc un entretien bilatéral avec Emmanuel Macron. Christophe Gascard, l'intérêt de la France, là, c'est quoi? C'est de montrer les muscles face aux États-Unis ou pas? Sur plusieurs sujets, c'est déjà de montrer les muscles. Effectivement, en ce qui concerne les droits de douane, ça fait partie des prérogatives, j'allais dire, du chef de l'État et à l'échelle européenne, de rappeler effectivement qu'on est un énorme marché et qu'on peut aussi, si les Américains nous boycottent ou font un boycott, eh bien, faire commerce avec l'Inde, avec la Chine. J'allais dire que ce que Donald Trump prône, c'est-à-dire le retour sur soi, quelque part dans cette réunion de l'IA, on montre que le multilatéralisme existe encore. Donc c'est une forme de contre-pied. Néanmoins, ils ont des points de convergence sur l'intelligence artificielle. L'objectif n'est pas de dire on va faire chacun de notre côté. Donc là, je pense que Emmanuel Macron ça va dépend plutôt... pourquoi, non? Pour la défense, par exemple, je pense que... Pour la défense, peut-être pas, mais en tout cas pour l'IA et de ce que l'on parlait aujourd'hui, notamment des fonds privés, lorsqu'on en parle de Notre-Dame, et donc pour la France, c'est aussi de dire vous pouvez aussi participer à ce fonds européen. Mais il y aura sûrement d'autres sujets. On parle notamment de l'Ukraine, bien évidemment. Ça, je pense que c'est aussi une manière de jauger. On a parlé ces dernières semaines beaucoup d'Elon Musk comme vice-président. Il fait d'ailleurs la une du Times, on le rappelle. Donc c'est aussi une manière pour ces chefs d'État, pour Emmanuel Macron, mais aussi pour tous ceux qui sont là, de tester aussi J.D. Vance, je pense, sur sa
capacité aussi ou non à investir ce rôle de vice-président dont on sait que structurellement, c'est plutôt quelqu'un qui reste dans l'ombre. Donc, va-t-il souffrir finalement de l'omniprésence d'Elon Musk, dont on sait que ça fait des ravages actuellement aux États-Unis et aussi dans la globalisation du monde? C'est aussi toute la question. Donc, il y a quelque chose d'assez humain aussi qu'il va falloir créer aujourd'hui. Et jauger, évidemment. Est-ce que c'est un test aussi pour Emmanuel Macron, cette rencontre bilatérale, Valérie Lecable? Pour Emmanuel Macron, c'est un peu compliqué quand même. Alors, comme vous l'avez tout à fait dit, il connaît Donald Trump depuis le 14 juillet 2017. Il l'avait invité tout de suite. Ils venaient tous les deux d'être élus. Et donc, au premier 14 juillet, et Donald Trump avait adoré. Mais depuis, ils ont quand même des relations un peu en dents de scie. On peut dire, pour qu'ils viennent à Notre-Dame, il a fallu le forcer. Trump n'a pas eu l'air de s'extasier complètement devant cette manifestation. Et il faut remarquer qu'Ursula von der Leyen n'est pas au top non plus de sa puissance, on va dire. Son deuxième mandat est un petit peu compliqué et que Justin Trudeau est démissionnaire. Donc, c'est vrai que les circonstances globales, géopolitiques de ce qui vient de se passer, ça n'enlève rien à l'événement en lui-même. Mais sur la façon dont les uns et les autres vont pouvoir vraiment peser sur la toute-puissance de Trump et d'Elon Musk, qui est quand même le champion de ce sujet-là, il va falloir suivre un petit peu la suite des événements. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion. Et bien évidemment, on continue à parler de l'intelligence artificielle, notamment dans l'Info C'est Clair, tout de suite avec Axel de Tarlet. Bonne journée.